tous. Donc on va effectivement parler de cette exposition Je mange donc je suis, mais en fait l'idée c'est de pas vous faire une visite virtuelle, il vaut mieux faire la visite réelle. Par contre je vais relier le propos tout au long du discours à différents éléments de l'exposition. Donc ceux qui l'ont déjà vu pourront s'y raccrocher, ceux qui ne l'ont pas vu pourront juste anticiper sur ce qu'ils pourront voir, sachant qu'on va vraiment parler cuisine. Alors effectivement, comme l'a rappelé notre directeur, je suis biophysicien officiellement. Après, il se trouve que je ne vais pas du tout vous parler de biophysique aujourd'hui, quoique. On va faire un peu de physique quand même, et un peu de biologie aussi, et vous allez voir en quoi cela est totalement lié à l'alimentation. Il y a un certain nombre de... Alors aussi par rapport à ce qui était annoncé sur le programme, parce que j'ai re-regardé le programme quand même pour savoir sur quoi je m'étais engagé. J'ai vu qu'il s'agissait d'un banquet interdisciplinaire et gourmand. Alors je ne sais plus d'où est sorti ce titre, mais une chose est sûre, c'est que vous n'aurez rien à manger ce soir. Donc je ne vais pas cuisiner sur scène, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Et l'autre chose, c'est qu'après, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions sur lesquelles je m'étais engagé. Alors j'ai dit, pourquoi est-ce que la bière mousse et pas le coca? Quel était le premier repas de l'humanité? Pourra-t-on nourrir la planète, l'humanité en 2050? Et c'était quoi? Il y avait une quatrième question, je vais retrouver. Et donc je vais y répondre d'ailleurs au fur et à mesure que du coup j'ai revu ces questions. Je me suis dit il va falloir que j'y réponde quand même parce que là je me suis engagé là-dessus. Donc d'ailleurs je peux déjà répondre à la première, ça va aller très vite. Donc pourra-t-on nourrir 7 milliards de personnes en 2050? Donc la réponse est oui. Voilà. Donc après je répondrai plus aux autres questions. Et dans les détails techniques, vous avez mon email. Alors si je le mets, c'est que c'est l'email officiel. Ça peut servir à poser des questions après coup, sachant qu'évidemment, vous avez non seulement le droit, mais c'est avec plaisir que j'essaierai de répondre aux questions que vous pourrez poser à l'issue de la conférence, voire pendant. Vous pouvez hurler, je m'arrête. Parce que j'ai tendance à parler très vite, donc il faut hurler pour que je m'arrête, pour que je puisse vous répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas, on est là pour ça. Et sinon, alors, il y a plein de logos, parce que c'est les gens qui me permettent de travailler. C'est quand même important. Bien sûr, le Muséum national d'histoire naturelle, qui est la maison mère du Musée de l'Homme, le CNRS et l'INSERM, qui sont les deux autres tutelles de laboratoire dont je m'occupe sur le site du Jardin des Plantes, dans lesquels je suis justement un biophysicien, qui est d'ailleurs historiquement le laboratoire de biophysique du Muséum, même si maintenant il s'appelle Structure et instabilité des génomes. Sorbonne Université, c'est le groupement dont le Muséum fait partie avec Paris 4, Paris 6 qui ont fusionné, au sein de laquelle je m'occupe d'un réseau qui s'appelle Patrimoine alimentaire et pratiques culinaires. Donc là, on se rapproche un peu plus du sujet. L'INSPE, c'est là où on forme tous les enseignants, tous, du secondaire, du primaire, dont aussi les enseignants de cuisine, donc, de lycée hôtelier. Il se trouve que je suis responsable de la formation scientifique, donc de tous les profs de cuisine. Donc c'est pour ça aussi, et ça c'est des choses dont on va parler, puisque là c'est vraiment... En fait, je leur fais 30 heures de cours et je vais vous le faire en 1 heure. Finalement, c'est un peu ça qu'on va faire. C'est pour ça que je suis obligé de parler un peu vite. Bon. Et Disciples d'Escoffier, c'est une association de chefs dont je fais partie, comme d'autres associations, parce que c'est assez agréable d'être dans les associations de chefs pour des raisons évidentes. Et il se trouve qu'Escoffier a une petite connotation particulière. Escoffier était un grand ami de la science, donc c'est tout à fait légitime d'accueillir des scientifiques au sein de cette association. Voilà le propos. Donc je mange, donc je suis, effectivement, ça va tout de suite. On va placer ça dans le cadre donc, du Muséum national d'histoire naturelle, dont je rappelle quand même quelques grandes lignes pour savoir où vous êtes et en quoi tout ce que je vais vous raconter est lié non seulement à l'alimentation, mais aussi à la maison qui nous héberge. Donc voilà, grosso modo, le muséum tel qu'il est, c'est-à-dire un établissement multisite, dans lequel vous avez le siège sur le lieu historique du Jardin des Plantes, création en 1793, lui-même sur le Jardin Royal. Donc vous avez encore, voilà, le Jardin des Plantes était le Jardin Royal, vous avez le grand bâtiment, Galerie de l'Évolution, vous avez des animaux naturalisés dedans, vous avez des animaux vivants à l'extérieur, qui sont donc dans la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est le plus vieux zoo du monde. Donc à chaque fois, je fais un petit rappel de zoologie, parce que c'est des choses importantes. Donc vous avez ici des flamants, qui sont des flamants rouges, c'est-à-dire des Phoenicopterus ruber, voilà. Et ces Phoenicopterus ruber sont rouges parce qu'en fait, ils sont roses. C'est-à-dire qu'on les reconnaît comme ça. Tandis que les flamants roses, eux, sont très, très, très peu roses. En fait, ils sont blancs presque. Donc il a fallu les distinguer. Et pour les distinguer, en fait, c'est deux espèces différentes. Et les flamants donc rouges qui sont roses, ils sont plutôt en Caraïbes, tandis que les roses qui sont plutôt blancs, ils sont en Camargue et autres. Dans les deux cas, ça a beau être des espèces différentes, on peut bien entendu les cuisiner, je vais y arriver. Enfin, on pouvait
les cuisiner, puisqu'il s'agit aujourd'hui c'est une pratique un peu interdite, parce que c'est des animaux un peu protégés, mais on pouvait les cuisiner notamment, là, donc vous avez une recette de flamand, donc lavez-le, parez-le, mettez-le dans une cocotte, ajoutez de l'eau, du sel, de la nette, mi-cuisson, lié à un bouquet de poireaux. Hein. Quand la cuisson sera presque terminée, ajoutez du défritum, mettez dans un mortier du poivre, du cumin, de la coriandre, de la racine de lazère, de la menthe, de la rue, triturée, mouillée de vinaigre, une date criotte, arrosée de jus de cuisson, versée dans la cocotte, et la fécule, arrosée de sauce orange. Bon, c'est Apicius. Donc ça veut dire, alors normalement Apicius c'est moins 30 plus 30 avant après Jésus-Christ, puisque c'était un riche noble du temps de Aurèle, Tibère, qui n'était pas cuisinier mais qui était connu pour avoir toujours une table très garnie avec des grands cuisiniers de l'époque. Mais ce livre a été écrit 3-4e siècle après Apicius, mais basé sur ce qu'on savait à l'époque de ce qui s'était servi chez Apicius. Si vous regardez cette recette, elle est intéressante parce que ça a beau être une recette presque 2000 ans, du coup, on y reconnaît tout à fait le coq au vin. C'était mot pour mot, hein, vous remplacez flamand par coq, hein, une bête un peu plus petite et autorisée à la vente aujourd'hui. Et vous avez exactement la recette, vous mouillez, comme on dit aujourd'hui en langage professionnel, c'est un cuisson à mouillement avec donc du vin rouge. Un défritum, c'est du mou de raisin, c'est du vin rouge. Puis vous laissez cuire, et puis une fois que c'est cuit, normalement vous enlevez la volaille, et puis vous terminez en liant la sauce avec un peu de fécule ou un peu de maïzena hein, aujourd'hui. Et puis voilà, après on verse la sauce et on a un coq au vin. Donc c'est exactement, on n'a pas changé nos manières de cuisiner depuis 2000 ans. Donc quand on dit que la cuisine évolue, c'est vrai dans ses modes, dans ses détails, mais grosso modo on récupère des bêtes et des végétaux et on les fait cuire et puis on les bouffe, quoi. C'est ça qui se faisait depuis toujours. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Alors maintenant ici on est plus précisément au musée de l'homme, un peu plus récent, en 1937 si je me souviens bien, donc du coup un des départements du muséum, au sein duquel vous avez donc le parcours permanent. Vous trouvez dans ce parcours permanent un certain nombre de pièces, dont celle-là qui est évidemment liée à ce qu'on va discuter aujourd'hui, puisqu'il s'agit du crâne de René Descartes. Je ne vous raconte pas l'histoire de René Descartes, sinon on n'a pas fini, mais quand je dis le crâne, c'est un des 5 crânes de René Descartes. En tout cas, celui-là, c'est le plus authentifié. Donc les autres sont chez des collectionneurs qui essayent de se battre pour que ce soit le leur qui soit le vrai. Et donc d'où le clin d'œil, je mange donc je suis, bien évidemment. Ça paraît assez logique de rendre cet hommage à cet illustre personnage. Maintenant, on va, si on rentre dans le vif du sujet, il y a 2 mots qui vont nous intéresser, c'est gastronomie et cuisine. Alors de quoi parle-t-on ? On ne parle pas de la même chose. Quand on parle de gastronomie, le premier à avoir défini le terme de gastronomie, c'est Brillat-Savarin. Donc vous connaissez le fromage, mais le fromage, c'est un hommage à ce Jean Anthelme Brillat-Savarin, qui était un notable, qui a écrit un certain nombre de traités juridiques dont tout le monde se fout aujourd'hui, mais il a écrit la physiologie du goût, surtout, et c'est ça l'œuvre qui est restée l'œuvre majeure de Brillat-Savarin, sans doute la plus belle œuvre de gastronomie traduite absolument dans toutes les langues. Et ce Brillat-Savarin a cette intelligence du propos qui est de définir dès le départ de quoi il parle, et notamment de la gastronomie. C'était un mot assez récent, c'est introduit en 1801 pour la première fois en langue moderne dans un poème de Joseph Berchoux. Et un mot qui vient du grec, un gastro, c'est le ventre, nomia la loi, donc la loi du ventre, qu'est-ce qui se passe quand on mange en gros. Et lui, donc, il définit ça comme connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Alors l'homme avec un grand H, l'homme, homme-femme, l'humain. Et ça place le cadre, c'est-à-dire que c'est de la connaissance. C'est pas, le mot a été un peu dévié, le sens a été dévoyé un peu aujourd'hui. Quand on parle de gastronomie, on imagine souvent une cuisine un peu sophistiquée, mais c'est pas du tout ça à l'origine, c'est de la connaissance de l'alimentation. Et d'ailleurs, Brillat-Savarin précise. Il nous explique que le but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Elle tient à l'histoire naturelle par la classification qu'elle fait des substances alimentaires, à la physique par l'examen de leur composition et de leur qualité, à la chimie par la diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir. Et, n'oublions pas, à la cuisine, par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Vous avez là la quintessence de ce qu'est la gastronomie, à savoir une connaissance scientifique, physique, chimie et biologie, parce que l'histoire naturelle s'est appelée biologie après, notamment avec Lamarck, et donc l'espèce de triptyque classique de la science dite de la matière, vivante ou inerte, en tout cas connaissance moléculaire de cette matière, et puis une composante artistique, l'art d'apprêter les mets. Donc on sent bien dès le départ cette dualité entre d'une part une connaissance matérielle et puis un sens artistique, donc un aspect
encore une fois, donc la matière, pour reprendre mon sous-titre, et puis la manière, qui est très culturelle, de transformer les aliments, et qui fait appel à cette sensibilité artistique et qui va évidemment énormément varier selon les époques, selon les lieux, et c'est ça qui va faire toute la richesse de la cuisine. Quand on parle de richesse de la cuisine, là aussi, Brillat-Savarin a cette intelligence de rappeler le but, c'est quand même la meilleure nourriture possible. Il nous dit pour la conservation des hommes, mais en même temps, on voit bien quand on lit Brillat-Savarin que dans le meilleur, c'est pas que de la nutrition, c'est aussi beaucoup d'esthétique au sens gustatif du mot, c'est-à-dire du plaisir et le côté hédonique de l'alimentation. Brillat-Savarin qui est enterré au Père-Lachaise, comme ça vous pouvez vous recueillir sur sa tombe, et Georges-Auguste Escoffier, donc le fameux. Pourquoi le fameux surnommé roi des cuisiniers, cuisinier des rois, comme Marie-Antoine Carême. Tous les deux ont reçu le même surnom qui montre un peu l'importance qu'ils ont eu dans l'histoire de la cuisine française et au-delà, puisque lui aussi est traduit dans toutes les langues. Le guide culinaire d'Escoffier fait office de Bible pour tous les cuisiniers du monde entier. C'est vraiment quelqu'un qui a installé et codifié la cuisine et qui, dans l'introduction de ce guide culinaire, dans la préface 1907, nous rappelle que la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et une précision qui ne laisseront rien au hasard. C'est les mots d'un cuisinier qui paraphrase Brillat-Savarin, mais c'est bien de les voir dit par un cuisinier. Il nous répète l'essentiel, que la cuisine c'est un art, mais que cet art repose sur des bases scientifiques. Et c'est ça qu'on rappelle aussi, au-delà de la cuisine, toute la sphère de l'alimentation, dans l'exposition que vous avez juste au-dessus de vous. Donc voilà pour placer le contexte, on va dire, vocabulaire. Georges-Auguste Escoffier, qui est enterré, lui, à Villeneuve-Loubet, c'est un peu plus loin pour aller le recueillir sur le caveau familial, mais c'est là, ça c'est le caveau familial de la famille Escoffier, puisque Escoffier, contrairement à Brillat-Savarin, a des ayants droit, donc il y a un caveau familial. Nous sommes quand même au Musée de l'Homme. C'est très difficile de parler d'alimentation sans commencer par le fameux triangle de Lévi-Strauss qui place dès le départ l'origine de l'alimentation. Et là, ça me permet de répondre à une des 4 questions. J'ai déjà répondu à l'humanité en 2050. Là, quel était le premier plat cuisiné ou le premier acte de cuisine de l'histoire de l'homme? La réponse est on n'en sait strictement rien, pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de manière totalement spontanée dans la nature. Et quand je prends ce triangle et que je me dis à partir d'un aliment cru, que ce soit une bête ou un végétal, si je veux considérer qu'il y a de la cuisine, il faut, comme le rappelle Brillat-Savarin et Escoffier, qu'il y ait une transformation. C'est-à-dire que si je cueille et que je mange, il n'y a pas de cuisine, il y a de l'alimentation. Par contre, si je cueille ou je chasse ou j'attrape, que ce soit du charognage ou autre chose, et que je transforme, j'applique quelque chose sur mon ingrédient avant de le manger, ça c'est un acte de cuisine, qui est donc culturel. Cet acte de cuisine, si je prends dans la grande classification là, que fait Lévi-Strauss, grosso modo, on peut le cuire ou laisser la nature agir. Donc ce qu'il appelle pourri, mais pourri, c'est fermenté. Donc c'est les deux transformations un peu fondamentales. Et ça, c'est spontané, d'une certaine manière que la fermentation est spontanée, puisque je laisse n'importe quel jus sucré dans une flaque, et puis je reviens quelques semaines après, le jus sucré aura fermenté, donc il sera devenu alcoolisé. Et pour les aliments, il suffit qu'il y ait un feu de forêt, et puis il y a un rat qui se fait piéger, puis ça fait un rat grillé, quoi. Et puis si j'y arrive après, je peux goûter et voir si c'est bon le rat grillé ou pas. Et donc est-ce que j'ai cuisiné? Non, mais j'ai mangé un aliment que la nature a cuisiné pour moi. Donc après, de savoir à quel moment cet acte est devenu volontaire, où on s'est mis à fermenter volontairement, on s'est mis à cuire volontairement. Ça, c'est sans doute des choses qu'aborderont Roland dans sa conférence ultérieurement. Moi, j'ai juste pour vous dire que voilà, ce sont des actes qui sont spontanés dans la nature, donc c'est assez difficile de dire quel est le premier homme qui a eu l'idée d'embrocher un rat pour le mettre sur une flamme ou de laisser un jus de raisin dans un creux d'une pierre pour voir si ça donnait du champagne ou du bordeaux. Et cet acte, on va le retrouver de manière fondamentale dans finalement la manière qu'on a d'appréhender la cuisine aujourd'hui. Vous avez ici le premier aspect, la cuisson. Alors évidemment, la viande pose de multiples questions. C'est un sujet d'actualité pour des tas de raisons et qu'on développe beaucoup dans l'exposition. Vous avez ici un steak, un pavé de bœuf plutôt. Parlons rigoureusement. Ce pavé de bœuf, il pose beaucoup de questions. Déjà, il s'agit de viande. Donc, quand vous rentrerez dans l'exposition, vous verrez qu'on discute de quelle manière on appréhende certains animaux autour de nous. Est-ce que je vais manger celui-là ou est-ce que je vais manger celui-là? C'est un choix culturel, évidemment. Donc là, par exemple, déjà, on peut se poser la question, est-ce que je vais m'autoriser à manger du bœuf ou pas? Sachant que l'homme préhistorique ne se posait pas cette question, puisque le bœuf n'existait pas. C'était le roc,
avant le bœuf, avant qu'on domestique. Donc il pouvait se poser la question, est-ce que je vais manger de l'auroch ou pas? Je pense qu'il avait moins de débats philosophiques qu'aujourd'hui. Grosso modo, s'il y avait un auroch et qu'il avait faim, il essayait de choper l'auroch. Mais aujourd'hui, on peut se poser, grâce au confort de nos sociétés, on peut se poser ce genre de questions en disant, est-ce que je m'autorise ou pas à manger du bœuf? Sachant qu'en fait, le bœuf, c'est de la vache. Alors, ce que je viens de dire d'un point de vue biologique n'a pas beaucoup de sens, mais en fait, ça correspond à un point de vue culinaire. C'est-à-dire que quand vous mangez du bœuf, en fait, vous mangez de la vache réformée, c'est de la vache laitière dont on ne veut plus, et donc 90% du bœuf que vous achetez, c'est de la vache. Mais c'est pas grave, c'est de la viande. Cette viande, donc déjà, il faut décider de la manger ou pas. Si je décide de la manger, après, il y a un choix culinaire qui va dire quel morceau du bœuf je vais manger. Bon, là, je prends un pavé, ok, soit. Maintenant, commence mon acte de cuisinier. Comment est-ce que je vais transformer cette viande? Alors ça, c'est plutôt dans la partie 2 de l'exposition, les manières de cuisiner. Est-ce que je vais la griller? Est-ce que je vais la cuire à l'étouffée? Est-ce que je vais la cuire en sauce? Est-ce que je vais la... Ici, là. Alors on aurait tendance à dire poêler parce que c'est dans une poêle, mais non. Les cuisiniers disent sauter quand c'est dans une poêle, c'est comme ça. Bon, pour ça qu'il faut apprendre un peu le vocabulaire de cuisine qui est un peu tordu. Et cette viande, donc on va la faire sauter, c'est-à-dire qu'on va devoir appliquer dessus des réactions de chimie. C'est-à-dire qu'on va la poser sur une surface chaude. Alors là, déjà, c'est vertigineux comme question. Parce que déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on met cette viande sur la poêle froide ou chaude? Est-ce qu'on met de la matière grasse ou pas? Si oui, quelle matière grasse on met? Est-ce que je mets du beurre? Est-ce que je mets de l'huile? Est-ce que je mets du saindoux? Est-ce que je mets un mélange de beurre et d'huile qu'on retrouve dans beaucoup de recettes? Une fois que j'ai décidé, c'est-à-dire que d'abord j'ai décidé d'allumer ma poêle ou pas avant. Ensuite j'ai décidé de mettre de la matière grasse ou pas. Admettons que j'allume ma plaque et que je mets de la matière grasse. Pour l'instant j'ai fait des choix qui étaient un peu difficiles, mais je les ai quand même fait. Au moment où je vais déposer mon morceau de viande, une autre question arrive, c'est est-ce qu'il faut l'assaisonner? Est-ce qu'il faut l'assaisonner avant de la mettre, ou pendant qu'elle cuit, ou après cuisson, ou est-ce qu'il aurait fallu que je l'assaisonne longtemps avant? Et ça change, mine de rien, le résultat. Je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais vous ferez des expériences. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai commencé, et que j'ai décidé de quel moment j'allais assaisonner ma viande, de quelle manière j'allais la cuire, à quelle température, il faut que je la retourne. Et là, je ne sais pas si je dois la retourner avec une fourchette ou avec une spatule. Et ça change tout, parce que la retourner avec une fourchette, ça veut dire la piquer, et la piquer, ça veut dire perdre du jus. Et c'est pas rien, parce que ma viande, je veux qu'elle soit juteuse. Donc, admettons que j'y réfléchi, je décide de la retourner avec une spatule, pour ne pas la piquer. Je la retourne, et je vois qu'elle a été transformée par la chimie, parce que la viande est devenue brune. Elle ne l'était pas au début. Et puis ça se met à sentir la viande grillée. Ça ne sentait rien au début de la viande. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la chimie, des merveilleuses chimiques en train de transformer ma viande. Pareil, beaucoup de préhistoriens considèrent que cette action de cuire la viande a beaucoup participé à l'évolution de l'homme parce que ça augmente les capacités, les propriétés nutritionnelles de la viande. Donc c'est pas rien. Mais en même temps, ça donne du plaisir, pour reprendre Maria Savarin, parce que c'est un merveilleux goût de viande grillée. Désolé pour les végétariens parmi vous, mais voilà, je dis désolé parce que je suis en train de parler de la viande après. Et c'est quand même, c'est pas rien, mais sauf que maintenant, il y a quelque chose qui est embêtant dans cette viande parce qu'en même temps que je vois que c'est en train de griller et pendant que je vous parle, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si je laisse trop longtemps sur ma plaque, je vois que le gris là, la zone grise ici, elle augmente parce qu'en fait la chaleur se propage et ça fait coaguler au fur et à mesure les cellules musculaires. Et ça, j'en veux pas parce que ça, c'est pas bon. Ça a aucun goût. C'est très ferme, c'est grisâtre, c'est dur à mâcher. Ça a aucun goût. Ça c'est juteux, c'est bon. Ça, c'est grillé. Bon, c'est cancérigène parce que c'est grillé, mais c'est bon. Parce que c'est des réactions de Maillard. Réaction de Maillard entre les protéines et les glucides de la viande. Ça génère des tas de molécules grillées. C'est encore mieux au barbecue parce que c'est la fumée, la graisse qui tombe sur les braises. Après, ça fait de la fumée chargée en composés carbonés qui ont ce merveilleux goût de viande grillée. Mais c'est vraiment là que c'est vraiment le plus cancérigène. Et donc, je veux ça et ça, mais je veux pas ça. Or, si je laisse trop longtemps ma viande pour que ça soit quand même un peu cuite à cœur, je vais avoir cette zone. Donc, en fait, j'ai compris qu'il faut que je la retourne régulièrement pour en fait, et à chaque fois, avoir un équilibre thermique qui fait que je favorise le grillé sans favoriser la couche grisée, etc. Bref, une fois que j'ai fini de faire ça, bon, j'ai cuit mon pavé, j'ai fait de la chimie, j'ai fait de la physique, parce qu'il y a la propagation de la chaleur à travers le métal, à travers la matière grasse, on va s'arrêter là. Mais c'est pas fini, parce que là, et surtout quand on est en France, va se poser une deuxième question. Une question qui est tout aussi vertigineuse, c'est qu'est-ce qu'on sert avec ça ? Qu'est-ce qu'on sert avec ça? C'est culturel. Une fois de plus, il n'y a aucune raison physico-chimique de choisir par exemple un vin rouge plutôt qu'un vin blanc. C'est-à-dire que les accords mets-vins sont culturels, à quelques exceptions près de désaccords mets-vins avec des réactions un peu bizarres, avec la vinaigrette de la salade sur un vin rouge, on sait bien que l'acidité va casser le vin rouge, il y a des raisons chimiques. Mais pour le reste, je pourrais boire un Sauterne ou je pourrais boire un Bordeaux. Alors il y en a qui vont dire c'est un Sauterne hors de question.
pourquoi pas, ou de la bière ou du cidre, pourquoi pas. Ça, je vous l'ai mis là parce que ça, c'est l'autre partie du triangle de Lévi-Strauss, mine de rien, c'est transformation spontanée d'un jus de raisin. Alors spontané, si c'est spontané, c'est quand même assez dégueulasse, hein, globalement, c'est-à-dire que c'est une espèce de vinaigre, pas bon. Par contre, si cette spontanéité est encadrée par un savoir-faire humain, ça peut donner un grand cru. En l'occurrence, entièrement transformé par la microbiologie, les bactéries, les levures qui travaillent, et bien orienté, ça nous donne un merveilleux cru qui va éventuellement bien rebondir sur ce pavé de bœuf. Donc voilà les deux aspects à la fois cuisson, fermentation, transformation de la nature, une transformation qui est orientée par un savoir-faire qui est culturel, puisqu'on va dans différents pays éventuellement découper, travailler des animaux différents, découper les animaux de manière différente. Le vin, si vous voulez, il est dans la troisième partie de l'exposition. Je vous montre parce qu'en fait, on est au-dessus. Là, donc ça, c'est la P1, la partie 1. La partie 2, elle sera là-bas. La partie 3, elle est là-bas. Et là, par là, dans la partie 3, on parle du vin avec les vins différents terroirs, le vin nature, qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, pour diverses raisons. C'est pas un cours sur le vin, donc je passe tout de suite cette fois-ci, triangle, non pas de Lévi-Strauss, mais de Brillat-Savarin, à savoir la cuisine, ou plutôt la gastronomie. C'est de la chimie, de la biologie, de la physique, pour la connaissance qu'il a sous-tend. Alors je commence par la chimie parce que la chimie, c'est toujours, c'est ce qu'on met en avant souvent, dire la cuisine c'est de la chimie. Il faudrait dire la cuisine c'est de la chimie et de la physique et de la biologie. Pour faire plus court, on dit c'est de la chimie parce qu'en fait dès qu'on cuit, on fait de la chimie. On déclenche des réactions chimiques. Dans l'acte de cuisson le plus simple, c'est que même quand on ne sait vraiment pas cuisiner, on arrive quand même en général à faire des œufs durs. Parce que pour faire un œuf dur, on le met dans l'eau bouillante et ça fait un œuf dur. Si on s'y prend bien, ça fait un œuf dur qui est bon. Si on ne s'y prend pas bien, parce qu'on a laissé trop longtemps, ça fait un œuf dur qui est difficile à manger, parce que c'est très dur et ça sent le soufre. On dit que ça pue l'œuf pourri, mais c'est pas l'œuf pourri, ça pue l'œuf trop cuit. Quand on fait cuire trop longtemps un œuf dur, quand il devient un peu tout vert autour du jaune, là, c'est que les composés soufrés qui sont dans les acides aminés des protéines du jaune d'œuf réagissent et font un dégagement d'H2S, qui est exactement la molécule qu'on met dans les boules puantes. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un tout petit peu de savoir-faire qui consiste à arrêter la cuisson avant les 8 ou 10 minutes, avant la catastrophe. Mais on peut faire très différemment, comme c'est fait ici en laboratoire, mais on peut le faire chez soi avec un thermoplongeur. Ça consiste à contrôler la température au degré près. Donc là, par exemple, les œufs, ils sont cuits entre 57 ici, donc pas cuits, mais après 60, 62, 64, 66, jusqu'à 73. Donc à chaque fois, on augmente degré par degré pour voir ce que ça fait. Et ce qu'on voit, c'est que ça fait des textures très différentes. Vous voyez, à 62, c'est cuit, mais ça coule un peu, c'est visqueux, hein, ça commence à cuire, mais c'est mollet, vraiment très mollet. Tandis qu'à partir de 65, qui est ici, ça ne coule plus. C'est-à-dire que quand je sors le jaune d'œuf, que je le coupe au couteau, il est très moelleux, il a le goût du jaune cru, mais il ne coule plus. C'est pour ça que 65 degrés, d'un point de vue physique, c'est une sorte de percolation à travers les protéines. C'est-à-dire que toutes les protéines sont connectées, enfin pas toutes, mais elles sont suffisamment connectées pour que ça ne coule plus, pour que ça emprisonne le jaune d'œuf, dans une matrice qu'on appelle un gel en physique. Mais cette matrice, elle est le plus proche possible de l'état liquide, donc très moelleuse. Et c'est pour ça que c'est cet œuf à 65 qu'on trouve aujourd'hui dans les cartes des restaurants et qu'on appelle parfois l'œuf parfait. Quand on est dans un restaurant velouté d'asperges, œuf parfait, c'est que ça a été cuit à 65 degrés parce que c'est vraiment là où il est cuit, mais le moins cuit possible, donc le plus moelleux. Bon, parfait, c'est tout à fait relatif. On peut préférer à 64 où ça coule encore un tout petit peu, ou à 66, c'est un peu plus ferme. Mais c'est une recette dite moderne. Ceci étant, ça fait 3 siècles qu'on fait ça au Japon, dans les sources chaudes, qui sortent à peu près à 65-70, où on se baigne en bas de la source, pas celle à 65, mais celle qui sont à 40, un peu en dessous. Et pendant qu'on se baigne, celle qui est au-dessus à 65, eh ben on peut mettre les œufs, et puis quand on a fini de se baigner, on mange des œufs parfaits. Et ça depuis des siècles, donc il n'y a pas d'innovation là-dedans, c'est juste approprier des vieilles techniques. Alors on peut faire ça sur des morceaux de viande, évidemment, cuits au degré près. Chaque degré a un résultat différent sur les pièces de bœuf, sur le poisson. On a vraiment des résultats qui, alors vous voyez, sur le saumon, il faut s'arrêter avant, à 40-42, le collagène commence à se dissoudre un peu, les protéines à coaguler. Bon, dès qu'on est à 56-60, là c'est saumon cantine, ça, donc c'est vraiment, c'est trop cuit. Il n'y a pas à dire parce que c'est resté 3 heures dans les cuves pour des raisons microbiologiques, que ça soit parfaitement sans danger, et donc pas bon ici en l'occurrence, parce que c'est tout sec. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Alors après, il y a de la chimie aussi, comme tout à l'heure, dans les réactions de Maillard. Réaction de Maillard, je vous rappelle que c'est réaction entre protéines et glucides, donc quasiment tout ce qu'on chauffe va subir des réactions de Maillard. Un pavé de bœuf, mais aussi une frite. Si elle brunisse, parce que dans la pomme de terre, il y a des protéines et des glucides, et puis ça réagit. Et plus ça réagit, plus ça fait des frites qui sont brunes, et plus ça fait des frites cancérigènes aussi, mais ça fait des frites qui sont meilleures. Vous avez ici pomme soufflée, une sorte de frite un peu chic, qui consiste à faire des tranches de pommes de terre dans un bain de friture, et si on s'y prend bien, c'est-à-dire avec 2 bains, 140, 180, avec un petit protocole, qui est dans la partie 2 de l'exposition montrée par Raymond Oliver,
le premier à faire des démonstrations de cuisine à la télé dans les années 50, vous avez un extrait de la démonstration de la pomme soufflée. La vraie démo dure 25 minutes. Là, l'extrait dure moins de temps parce que c'est un peu long. Mais vous verrez, là, si vous regardez la démonstration complète, vous saurez faire des pommes soufflées. C'est un peu technique, mais ça fait des frites qui ont quand même de la gueule. Parce que ça fait comme des coussins, mais moelleux à l'intérieur. Et des belles frites. Alors ça, c'est quoi? C'est pas une réaction de Maillard, ça brunit, mais ça brunit qu'avec du sucre. C'est-à-dire du sucre qu'on fait fondre, et ils font, et hop, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Enfin déjà, avant, il y a quelque chose qui se passe, hein, le sucre fond. Ça, c'est en temps réel, c'est-à-dire que chaque pixel, c'est 2 secondes. Donc voilà, on augmente quelques minutes, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Hein, on arrive à 10 minutes. Franchement, on s'emmerde un peu dans le caramel, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose au début. On a envie d'aller faire autre chose à ce moment-là. Et c'est ça qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que là, ça va très très vite. Là, c'est-à-dire que le caramel, il est bien pendant quelques dizaines de secondes. Et donc à ce moment-là, il faut vite retirer la casserole. Et non seulement il faut retirer la casserole, mais il faut la plonger dans un bain d'eau froide pour stopper la cuisson. Parce que si on la retire, l'inertie des réactions chimiques fait qu'on va passer du côté obscur ici et donner ce caramel colorant, qui est noir, qui est impropre à la consommation en tant que tel, qui donne un goût cramé, on sent bien tout de suite, ça sent le cramé, et c'est amer, c'est âcre, tout ce qu'il ne faut pas, est très cancérigène en l'occurrence. Par contre, c'est très utilisé dans l'industrie pour faire du caramel colorant, mais du coup, ils ne prennent pas tout le sucre, ils prennent juste quelques composés qu'il y a dedans, c'est l'additif qu'on appelle E150, quand vous avez sur les sodas, comme le Coca, le Pepsi, ou sur les vinaigres balsamiques, vous avez du E150 pour donner de la couleur noire à ces ingrédients, pour donner, alors pour le coca c'est un effet de couleur, et puis pour le vinaigre pour donner l'impression qu'il a été concentré, que c'est un vrai vinaigre balsamique, et ça permet de donner comme ça une belle couleur noire. Donc on fait cramer du sucre, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors évidemment on n'est pas obligé de faire de la chimie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de cuire quand on cuisine. On n'est pas obligé de cuire parce que vous avez des tas de recettes dans lequel il n'y a pas de cuisson. Une mousse au chocolat, il n'y a pas de cuisson. On fait fondre le chocolat éventuellement, bien sûr, mais c'est juste un changement physique. Pour que le chocolat à 45 degrés, il fond, et le beurre de cacao fond. Donc chimiquement, il ne se passe rien, c'est juste que physiquement, il passe de l'état solide à l'état liquide. Après, on fouette des blancs en neige. Une fois qu'on a fouetté des blancs en neige, on incorpore le chocolat fondu, les blancs en neige, on mélange délicatement pour pas casser la mousse, on met au frais. Au frais, le chocolat se resolidifie, plutôt le beurre de cacao, et du coup la mousse tient, et puis on a fait une mousse au chocolat. Quand je mange ma mousse au chocolat, je mange les molécules initialement présentes dans ma tablette et dans mon blanc d'œuf, et qu'il ne s'est rien passé d'un point de vue chimique. J'aurais pu manger séparément, gober le blanc d'œuf, croquer la tablette, c'est pas le même plaisir, mais on a le même résultat dans le ventre. Parce qu'il n'y a justement aucune modification chimique de la matière. C'est purement physique. Ça me permet de rebondir sur la question, je vous ai promis que je répondais, ça j'ai répondu, le premier plat, donc la mousse. La mousse, faire une mousse au chocolat sans œufs, c'est l'objet de l'atelier, justement, un des ateliers qu'on fait tourner de manière récurrente dans cette exposition, qui consiste, alors il y a 2 manières en fait. Il y a la manière végane et la manière non végane, mais qui peut s'adapter à la manière végane, je vais préciser. La manière non végane consiste à dire, ok, le blanc d'œuf, j'en veux pas, parce que c'est animal, et je veux pas embêter la poule. Le chocolat, ça me va. Donc je fais fondre le chocolat, il faut que je le mette dans un truc qui mousse. Ce truc qui mousse, on a inventé un truc qui est sympa, qui s'appelle l'aquafaba, c'est de l'eau de pois chiches. C'est-à-dire qu'on récupère le jus des pois chiches dans les boîtes de pois chiches, ou dans les boîtes de lentilles, dans les boîtes de tout ce qu'on veut, de toutes les légumineuses. C'est bourré de polysaccharides et de protéines. Comme le blanc d'œuf, c'est quand on fouette, et ben ça mousse, puis si on met du chocolat, pof, ça fait une mousse au chocolat qui a goût de pois chiche, hein, mais ça fait une mousse au chocolat. Donc ça marche en tout cas, en texture. Si jamais on est embêté, un peu gêné, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce goût de pois chiche avec le chocolat, même si c'est juste une convenance culturelle, on peut faire une chantilly, c'est-à-dire qu'on fait une chantilly, on fouette une chantilly, on peut la mettre du chocolat dedans, et on fouette, et en fouettant, on fait une chantilly au chocolat. Ça fait du coup une mousse au chocolat au lait, qui est très bonne, parce que c'est le côté onctueux de la chantilly, le chocolat, tout va bien. Si jamais, c'est pas vegan, parce que c'est de la crème, sauf que si je mets de la crème végétale, comme crème de soja ou crème de coco, ça marche. Ça fait un goût de coco, c'est un goût de soja, mais ça marche. Si je veux pas de goût parasite, je peux prendre de la flotte. C'est-à-dire que je mets de l'eau chaude sur mon chocolat, et s'il y a suffisamment de chocolat, donc suffisamment de matière grasse, quand je vais fouetter, les globules gras vont se connecter entre eux. Comme je fouette à froid, la matière grasse va cristalliser, va emprisonner les bulles d'air, et je fais une chantilly à l'eau, mais qui mousse, et donc ça fait comme une mousse au chocolat, mais à l'eau, donc on a vraiment que le goût du chocolat. Donc ça marche, c'est un peu technique, mais ça marche, et ça vous permet de faire cette recette de manière très différente. Ce qu'on appelle en pâtisserie, hein, quand je mets la crème sur du chocolat, je fais une ganache. Et si je la fouette, je fais une ganache montée. Donc si je fais ça avec de l'eau, ça s'appelle une ganache montée à l'eau.
ou un chocolat chantilly, si vous voulez, ou une mousse de chocolat, différenciée de la mousse au chocolat, qui est celle-là. Ça, c'est une mayonnaise. Bon, pareil, hein, je prends un jaune d'œuf, un peu de vinaigre et de moutarde, si je veux, sel, poivre, tac, tac, je verse de l'huile. Donc l'huile, elle est liquide. Plus je mets de liquide, moins c'est liquide. Ce qui montre déjà qu'il y a des trucs compliqués dans la cuisine. Parce que plus je verse mon huile, plus ma mayonnaise tient. Parce que je suis en train de faire une émulsion, je suis en train de faire des gouttelettes de liquide, d'huile qui vont se tasser les unes contre les autres, et comme elles se tassent les unes contre les autres, ma mayonnaise a de plus en plus de mal à couler. Donc c'est comme ça qu'elle devient de plus en plus solide. Quand je fais ça, je ne fais que de la physique. Je suis en train de mélanger des ingrédients, ça c'est de la physique. Et ça on le montre, partie 2 de l'exposition, comment je mélange, comment j'émulsionne, parce que ça s'appelle émulsionner. Donc une mayonnaise, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vraiment on a envie de voyager un peu, on peut faire de la jelly, qui est quand même une des plus grandes réussites gastronomiques des Anglais, qui consiste à prendre un jus, n'importe quoi, un jus un peu sucré, à mettre de la gélatine, alors de porc, de poisson, ce qu'on veut. C'est vrai, c'est physique, on fait fondre la gélatine et en refroidissant, les protéines, parce que la gélatine c'est du collagène, les protéines se connectent entre elles, en se connectant, elles emprisonnent le liquide et puis ça devient solide. Et ça fait un liquide comme ça, un peu tremblant, qui a le goût du liquide qu'on a mis dedans, parce que la gélatine ne change pas le goût. Nous, on en mange plutôt de manière un peu meilleure que celle qui surnage sur les pâtés en croûte, notamment parce que c'est bourré de collagène, la viande. Donc quand le bouillon va surnager, effectivement, ça va au froid. Le collagène va aider à gélifier cette merveilleuse partie liquide et ça participe à la bonne dégustation du pâté en croûte. Alors, ça va un peu vite. La crème anglaise. Alors là, attention, crème anglaise, on démarre par de la chimie, parce qu'on la chauffe à 80 degrés, la crème anglaise, donc les jaunes d'œufs vont commencer à coaguler, on mélange bien, ça fait des petits grumeaux, les petits grumeaux vont se coller entre eux, ça commence à épaissir, et le fait que ça épaississe, c'est une réaction physique de friction entre les grumeaux, et ça donne la crème anglaise qui nappe, donc on touche la spatule, et puis on voit que ça nappe, et là on est content, parce qu'on sait que ça commence à cuire, et ça fait quelque chose d'onctueux. Donc c'est bourré de grumeaux, mais des micro-grumeaux. C'est-à-dire que si à l'œil vous les voyez, c'est que vous avez raté, parce que vous avez fait des macro-grumeaux. Et si on fait des macro-grumeaux, en bouche, ça va sentir, ça va être farineux. Et là, c'est pas bon. Des choses assez... ça, c'est ce qu'on appelle le gâteau magique. Pour vous montrer, alors c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un gâteau où le but du jeu, c'est de le rater. Et quand il est raté, il est réussi. C'est-à-dire que, et à l'inverse, si on rate pas assez bien, en fait, on rate vraiment et du coup, c'est vraiment raté. C'est-à-dire qu'en fait, on met un mélange de, alors il y a de la crème, du beurre, de la farine, et puis un blanc d'œuf battu, mais quand le blanc d'œuf, on le monte en neige, mais on le mélange mal au reste. Et c'est que quand on met au four, ça va se séparer parce qu'on a mal mélangé. Et donc le blanc d'œuf va surnager, et puis la farine va tomber un peu au fond, et en fait, on a 3 couches. On a au fond une espèce de flan, grâce à la farine. Au milieu, un truc un peu entre les deux avec le lait et les protéines du jaune d'œuf qu'on coagulé un peu comme une crème brûlée. Puis au-dessus, le blanc d'œuf qui a surnagé. Et ça fait un gâteau 3 couches avec une seule préparation. Donc quand on rate vraiment bien, ça fait ça, c'est le résultat très, très réussi. Mais c'est un peu technique. Ça, bon, c'est des images que j'ai piquées à Hervé Tisse, d'ailleurs, un des pères fondateurs de la gastronomie moléculaire. Alors, gastronomie moléculaire, c'est très facile à définir, vous vous souvenez de Brillat-Savarin. Donc gastronomie moléculaire, c'est la connaissance raisonnée à l'échelle moléculaire de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Ça, c'est réglé. C'est juste que ça veut dire vraiment faire de la physico, chimie et biologie à l'échelle moléculaire de l'alimentation. Alors vous voyez, bon, ça c'est une vinaigrette, ça c'est une mousse de blanc d'œuf, ça c'est les grumeaux de la crème anglaise, mais vus au microscope. Ça c'est la gélatine, voilà, un petit réseau qui maintient tout ça. On peut faire des petits schémas, c'est des schémas qu'Hervé avait fait. Alors vous voyez, ça c'est un blanc d'œuf, par exemple, des protéines qui se baladent dans de l'eau. Si je fouette, hop, je fais mousser, ça fait des bulles, ça fait un blanc d'œuf battu en neige. Si je fouette en mettant de l'huile, je fais comme une mayonnaise, mais avec un blanc d'œuf, donc je fais une émulsion. Si je mélange en chauffant, je fais des petits grumeaux comme une crème anglaise. Si je mélange ma mayonnaise avec un blanc d'œuf, je fais ça. C'est ce qui se passe si une espèce de sauce mousseline, en fait, ça consiste à alléger une mayonnaise. Alors c'est un peu absurde d'alléger une mayonnaise, c'est quand même de l'huile qu'on allège, mais on a quand même un système d'émulsion mousseuse qui, avec les asperges, c'est pas mal. C'est une sauce mousseline. Alors la vraie sauce mousseline, c'est de la crème fouettée avec de la mayonnaise. Donc ça, c'est pas très allégé, honnêtement. Mais si on travaille en thalassothérapie, par exemple, on va plutôt mettre du blanc d'œuf à la place de la crème montée. Ça fera une espèce de sauce mousseline un peu moins calorique. Et puis ça serait une mayonnaise qu'on aurait cuite, qu'on aurait fait un réseau. Bon, pourquoi pas. Enfin, bref, on peut comme ça discuter pendant des heures de la chimie. Il faut quand même que je surveille le temps. De la physique pendant la biologie. Biologie, c'est le troisième. Histoire naturelle. Biologie, qu'est-ce qu'on a? On a des micro-organismes qui travaillent pour nous. Donc des levures, des bactéries, des champignons, ça fait ça. C'est-à-dire, grosso modo, ça mange des nutriments qu'on leur propose et puis ça fabrique plein de choses. Alors Saccharomyces, c'est une des levures les plus célèbres, nous fait à la fois du pain, du vin,
et de la bière ou du cidre aussi, ce qu'on appelle une fermentation alcoolique. Donc elle bouffe du sucre et ça fabrique de l'alcool et du CO2. Plus de l'énergie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je fais du pain, je mets des levures dans mon pain et puis ça va fabriquer du CO2, donc ça fait gonfler la mie. Et puis après, évidemment, ça fait de l'alcool aussi, hein, mais quand je cuis, l'avantage, c'est que l'alcool, en l'occurrence, s'évapore, et donc il ne me reste plus que le côté gonflé. Mais par contre, tous les micro-organismes sont morts. Donc le pain est un aliment dans lequel il n'y a plus de micro-organismes, et ils ont servi à faire lever la pâte, bien sûr. Si j'invoque à la fois des levures et des bactéries, je fais aussi du pain, mais ce qu'on appelle le pain au levain. Le levain, c'est juste un mélange de levures et de bactéries, ce qui fait une mie beaucoup plus acide, puisque les bactéries sécrètent de l'acide quand elles fermentent, comme on voit ici. Ça donne de l'acide lactique. C'est pour ça que les pains au levain se conservent beaucoup mieux, parce que la mie étant acide, elle se conserve mieux. En même temps, ils sont plus digestes, parce qu'on a une prédigestion du gluten par l'acidité. Pour le vin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les mêmes levures agir, mais cette fois-ci, elles vont faire du CO2, de l'énergie, donc il faut refroidir un peu le mou pour pas trop qu'il chauffe et tuer les levures. Et puis, on va garder l'alcool, mais en général, c'est débarrasser du gaz, sauf dans les vins mousseux type champagne ou crémant. Donc on va garder les deux, un peu comme dans la bière où on garde les deux, on garde l'alcool et le CO2. Bref. Pour le fromage, souvent, on va utiliser donc des bactéries qui vont soit coloniser spontanément le lait, soit qu'on va utilisé en ensemençant. Donc on va ajouter dans le mélange ces bactéries, elles vont fabriquer de l'acide, elles vont faire cailler le lait, précipiter, les protéines vont s'agréger, les caséines vont s'agréger, on va enlever le petit lait, on va garder le caillé, on va presser, puis on va le laisser fermenter encore, et va se développer en surface des tas de choses tout à fait appétissantes. Encore une fois, ça dépend de sa culture. Quand je dis appétissante, c'est pour les gens qui ont la culture du fromage, mais il y en a d'autres qui vont trouver ça parfaitement dégoûtant, parce qu'une bonne partie des bactéries qui se développent sur la croûte des fromages sont les mêmes qui se développent sur vos pieds. Donc c'est pour ça aussi que ça peut parfois dégoûter. Ça, c'est la même famille, évidemment. Sauce soja, Aspergillus oryzae, qui permet de faire sauce soja, saké, tous ces aliments donc beaucoup plus utilisés en Asie et qui font des fermentations merveilleuses. Bon, je ne vais pas beaucoup plus parler des fermentations, on pourrait en parler pendant des heures. Il faut rentrer dans un autre sujet qui est directement lié, puisque on a fait les trois piliers de Brillat-Savarin, on a fait la physique, la chimie et la biologie, il nous reste l'art culinaire, puisqu'on a dit que la cuisine c'était l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Donc l'art d'apprêter les mets, ça veut dire un des plus grands artistes. On a cité Escoffier tout à l'heure, on ne peut pas ne pas citer lui, là, Marie-Antonin Carême. Lui aussi donc surnommé cuisinier des rois, roi des cuisiniers, alors qu'il était plutôt pâtissier, mais il savait un peu tout faire. Il est enterré lui aussi, hein. Il est enterré au cimetière Montmartre, en l'occurrence. Vous pouvez aller voir sa tombe qui est entretenue par la Société des Amis des disciples d'Antonin Carême. Et il est enterré sans son chef, comme on dit, puisque son chef il est au-dessus, là, dans l'exposition, dans la partie P2, puisque vous avez donc ici le crâne d'Antonin Carême, qui, pour des raisons compliquées un peu, a atterri dans les collections du Musée de l'Homme. En fait, quand Carême est décédé, son corps a été récupéré par Dumoutier, qui était un grand phrénologue. Et en tant que phrénologue, il essayait de comprendre à travers l'analyse de la forme du crâne les capacités de l'individu. Ça pouvait être les belles capacités, comme pour Carême, capacités artistiques, ou ça pouvait être les déviances, comme les psychopathes. Donc, récupérant ce crâne, il se trouve qu'il y a une collection de plusieurs centaines de crânes du Moutier, et puis cette collection est passée dans les collections du Musée de l'Homme. Et donc, nous avons depuis ce crâne, Carême qui n'a pas d'ayant droit. Il a une famille, au moins 14 frères et sœurs, mais on n'a aucune idée sur... C'était une famille très pauvre, il était un gamin des rues, comme on dit, et qui a fait sa carrière dans les plus grandes cours. C'est pour ça qu'on le surnommait roi des cuisiniers, cuisinier des rois. Il a cuisiné, il était notamment le cuisinier de Talleyrand, donc ministre des Affaires étrangères de Napoléon, et puis il a fini sa carrière chez James Rothschild, qui est le constructeur du château de Ferrières, qui est une grande école de cuisine aujourd'hui en banlieue parisienne. Donc vous avez l'œuvre de Carême, bien sûr, le pâtissier pittoresque, merveilleuse ouvrage d'architecture en fait. Il avait cette citation, les beaux-arts sont au nombre de 5, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. Donc pour dire qu'on a vraiment cet ancrage dans l'art culinaire, qui est aussi un art qui se veut esthétique au sens visuel du terme. Mais au-delà de ça, il y a bien sûr toute la construction du goût qui se fait dans cet art culinaire. Alors évidemment, quand on parle d'art culinaire, pardon, je vais dessiner moi un peu trop vite avec ce pointeur, vous avez le côté vertigineux de la créativité en pâtisserie. Vous avez ici des Saint-Honoré, ce sont tous des Saint-Honoré, comme quoi juste un type de gâteau déjà lui-même peut générer des
centaines d'interprétations, et quand vous imaginez qu'il y a des centaines de recettes de gâteaux différents, savoir qu'un gâteau, le pâtissier travaille à partir d'une matière très limitée. Il a la farine, du sucre, des œufs, un peu de chocolat éventuellement, du beurre, de la crème, puis c'est parti, quoi. Et avec ça, on fait des centaines de gâteaux différents qui chacun peuvent être interprétés de manière différente. Saint-Honoré, création de Chiboust, qui est un pâtissier. On dit qu'il a inventé ça, le Saint-Honoré. Il travaille à rue Saint-Honoré. Il avait sa pâtisserie. Chiboust, il a donné son nom à la crème, Chiboust, qui est de la crème pâtissière, un peu comme de la crème anglaise qu'on a vu tout à l'heure, mais épaissie à la farine, et dans laquelle on rajoute une meringue italienne, c'est-à-dire que des blancs d'œufs avec un sirop de sucre. Et ça fait une crème Chiboust qui permet de garnir ce Saint-Honoré qu'il a créé. C'est pas tous les jours qu'on a, enfin c'est pas pour toutes les pâtisseries qu'on a à l'origine. Il y a beaucoup de plats, de techniques pour revenir finalement à rebondir sur quel est le premier qui, à partir de quand on. C'est des questions qu'on a souvent en cuisine, on a très rarement la réponse. Si je prends mon exemple du blanc d'œuf par exemple tout à l'heure, si on se demande à partir de quand on a fait des meringues, c'est-à-dire que techniquement, au paléolithique, on pouvait récupérer un blanc d'œuf et le fouetter avec une queue de mammouth, et ça faisait un blanc d'œuf battu en neige. Techniquement, c'était possible, donc et on ne sait pas si quelqu'un l'a fait ou pas, on ne pourra jamais savoir. Donc on peut juste se baser sur des écrits. Et les écrits, alors on trouve une recette d'œuf en neige chez Lavarenne, François-Pierre de Lavarenne, qui était cuisinier donc en 1650, quand il a écrit son cuisinier François. Il était cuisinier du marquis d'Ussel. Marquis d'Ussel, c'est maréchal de France à la Régence, qui a donné son nom d'ailleurs, de la Varenne, il a créé la ducelle de champignons, et ça vient du marquis d'Ussel. Donc quand vous coupez des champignons avec revenu un peu de beurre, d'échalotes, tout ça, vous faites une ducelle avec un S à la fin, parce que c'est marquis d'Ussel. Et il a aussi inventé du coup l'œuf en neige, en tout cas c'est ce qu'on trouve dans sa recette, c'est-à-dire un œuf fouetté, là, ce qu'on appelle parfois île flottante, mais bref, je ne vais pas revenir sur toutes les appellations, et puis on met sur une crème anglaise, et puis voilà, ça fait un œuf à la neige. Si étant, on trouve au VIe siècle un médecin qui s'appelait Antime, qui était le médecin de Thierry Ier, le fils de Clovis, donc c'est un ouvrage en latin, donc j'en crois la traduction, qui décrit l'action de fouetter des blancs en neige. Donc déjà, au VIe siècle, ça semble être la plus ancienne source d'un œuf fouetté en neige, donc c'est pas rien. Mais vous voyez, c'est pour ça que pour dire que la recherche en cuisine peut être compliquée, parce qu'évidemment, on peut dire à partir de quand on a l'écrit le plus ancien, mais ça ne veut pas dire que 3000 ans avant, il y a déjà des gens qui faisaient ça, quoi. C'est un peu dans cette idée d'ailleurs qu'on a créé une recette avec Thibault Leroy, qui est le chef pâtissier de la grande épicerie. On s'est amusé à faire une recette de madeleine paléolithique. Alors évidemment, c'est totalement artificiel. Hein. Enfin, artificiel. Le gâteau est naturel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu. Parce que quand on a publié la recette, vous trouvez sur la suite de Marmiton, il y a eu des commentaires en disant ouais, n'importe quoi, on ne mangeait pas de madeleine au paléolithique. Bon, alors, c'est vrai, déjà parce qu'on n'avait pas Marmiton au paléolithique, déjà. Et ensuite parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie de fouetter des blancs en neige, de faire fondre du beurre, machin, bon, on a peut-être d'autres choses à faire, mais ceci étant, c'était juste l'idée de reprendre la recette de la madeleine, qui est grosso modo un 4 quarts, c'est-à-dire que vous prenez du beurre, de la farine, du sucre, des œufs, à peu près le même poids, paf, et puis vous un peu de levure, et puis vous mettez dans un moule à madeleine, et puis alors madeleine de Proust, paf, à l'entrée de l'expo, tac, c'est la première entrée. Je dis que je fais des connexions. Et ça vous fait une madeleine, sauf qu'évidemment, du beurre au paléo, là pour le coup, avant l'élevage, on n'a pas, parce qu'aller traire un auroch, il n'est pas d'accord, donc pas possible. Donc pas de beurre, pas de lait, pas de sucre, hein, parce que la betterave sucrière, il faut quand même attendre un peu. Des œufs, oui. Alors on a des œufs, donc ça déjà on est content. On a déjà un ingrédient de la madeleine. Donc la farine, c'est pareil, on oublie, hein, parce que la culture des céréales, c'est pareil, il faut attendre le néolithique. Donc par contre, on a des châtaignes, on a des amandes, donc on peut écraser ça, faire une espèce de farine, ça marche. Donc on a les œufs, on a la farine qu'on a remplacée. Bon, le sucre, on n'en a pas, mais on peut essayer de choper du miel. Et puis voilà, puis on est bien, parce qu'une fois qu'on a la farine, on a le miel, on a les œufs, et il faut que ça mousse quand même un peu, que ça gonfle. Ah oui, mais on n'a pas de levure. Mais pour ça, il suffit de fouetter des blancs justement en neige. Et oui, alors effectivement, là, on peut se poser la question, est-ce que l'homme préhistorique avait l'opportunité de fouetter des blancs en neige? On n'en saura jamais rien. L'art culinaire, donc voilà un exemple. Typiquement, ça c'est un travail, justement, voilà, l'INSPE, c'est le travail que j'avais fait avec mes étudiants, qui sont donc des profs en fait, profs en formation. L'année d'après, ils sont en lycée hôtelier. Ça, c'est sucre soufflé. Sucre soufflé pour présenter un plat cuisiné, en l'occurrence un plat salé, puisque c'était un tataki de saumon avec une chantilly de wasabi et une meringue à l'encre de sèche, et tout ça capturé dans une sphère de sucre soufflé coloré au bêta-carotène. Alors, c'est pas du sucre, c'est de l'isomalte, ça se travaille plus facilement, mais vous voyez qu'on a cette démarche
c'est une technique classique de pâtissier, mais on sent bien quand on voit ce type de technique qu'on est à la frontière, on est dans le soufflage du verre, mais sauf que là c'est sur du sucre. Donc on sent bien que la frontière art et technique est bien présente dans beaucoup d'actes de cuisine. Vous avez des mousses, les cuisiniers aiment beaucoup faire mousser des choses. Alors Ferran Adrià fait cette mousse au siphon, là, cette mousse de café, en fait c'est comme ce que vous avez en surface des espressos, enfin c'est pas comme, c'est ce que vous avez à la surface des espressos, cette petite mousse onctueuse, mais c'est que ça en fait, vous n'avez pas l'espresso dessous, vous n'avez que la mousse. C'est que vous buvez la mousse de l'espresso. Donc vous avez aussi cette création, en tout cas cette réinterprétation, cette utilisation de la sphérification par Ferran Adrià qui consiste à capturer des jus, ici ça peut être un jus de citron ou ce qu'on veut, dans des billes qui ressemblent à des œufs de truite ou de saumon, mais cette fois-ci c'est du citron, donc c'est des œufs de citron si vous voulez, et quand on croque c'est liquide, puis c'est le jus du citron un peu onctueux parce que c'est fait avec des algues, des alginates qu'on fait précipiter avec un peu de calcium, et toute une technique pour faire des petits œufs artificiels qui ont la texture, mais donc c'est une technique qu'on peut faire sur des gros, hein, on peut faire une espèce de jaune d'œuf mais vert, qui est en fait du petit pois. Ça c'est la préparation de départ avec du petit pois, et puis on mixe, et puis en posant ça dans un bain de calcium, on déclenche une gélification de l'extérieur et on a une texture étonnante. Donc quand on mange ça, on n'a pas de repère, on ne sait pas trop ce que c'est liquide à l'intérieur, et puis alors on peut faire plein de choses, hein, voilà encore une déclinaison de petits pois avec un coulis, une pousse, un dôme glacé à l'azote liquide, c'est-à-dire que c'est un coulis de petits pois, on a pris une louche qu'on a trempée dans l'azote liquide, la louche après on la trempe dans le coulis au contact de la louche il congèle, et après on l'enlève et ça fait un dôme glacé, on casse, et sous le dôme glacé il y a une mousse, et sous la mousse il y a un gel, il y a un coulis, tout ça pour dire qu'à partir d'une même matière, ça peut être un petit pois, mais ça peut être des haricots verts ou tout ce qu'on veut, on peut créer des tas de choses. Ah, j'ai un message, mais c'est pas mon ordinateur, donc je ne réponds pas. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, oula, décidément, ça va. On a une omelette, donc. Une omelette aux champignons, un peu retravaillée quand même, un peu de technique là. Modernist Cuisine, c'est un collectif de chercheurs et de cuisiniers qui ont donc réinterprété. Alors ça consiste à prendre une purée de trompette de la mort, l'enrichir en protéines de blanc d'œuf, peigner, couler du jaune d'œuf, passer au four vapeur à 75 degrés pour coaguler le jaune d'œuf, et en même temps aussi coaguler les protéines qu'on a mis dans la purée de champignons, donc tout coagule. Donc après on a une feuille comme ça striée qui tient bien, et on prend des jaunes d'œufs que l'on met dans un siphon, c'est-à-dire que la bouteille sous pression. Le siphon, c'est ce qui démocratise un peu aujourd'hui, c'est comme quand vous achetez une bombe de chantilly au supermarché, dedans il y a du protoxyde d'azote, qui est du gaz qui permet de propulser là. C'est un gaz hilarant, c'est le même, hein. C'est ce qu'on vous met un peu pour vous rendre heureux à l'hôpital avant de vous endormir, on vous met du protoxyde d'azote, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui se shootent au siphon non mais c'est un vrai problème dans les cuisines. Donc il y avait déjà le problème de l'alcool, maintenant il y a le problème du siphon, donc on garde les cartouches planquées, et donc on peut comme ça faire mousser un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, mais là ici en l'occurrence du jaune d'œuf, on met à 65 degrés, ça coagule gentiment dans le siphon, et du coup quand ça sort sous pression, les bulles d'air sont capturées, parce que comme c'est très visqueux, ça capture les bulles d'air, et ça fait une mousse de jaune d'œuf onctueuse. Et puis là justement on met cette fameuse ducelle, marquis du sel, il est là, petite du sel de champignon pour faire un peu de croquant, boum, et puis on a une magnifique omelette qu'on peut lustrer avec un peu de beurre clarifié. Voilà, un de mes étudiants donc à l'INSPE, d'Antony cette fois-ci, l'avait reproduite pour 40 couverts, donc c'était pas mal, il était tout seul, il n'a pas trop mal travaillé, hein, belle omelette. Un petit problème de cuisson, là le bain-marie était à 63, il n'était pas à 65, 2 degrés de moins, donc ça manque un peu de texture, donc le temps qu'il dresse toutes ces omelettes, ça coulait un peu. Donc vous voyez, pour ça qu'en cuisine, c'est pas mal d'être un peu précis. Qu'est-ce qu'on a ici? Une Paul Perret, donc chef 3 étoiles à Shanghai, une belle écume de truffes. C'est-à-dire vous avez une brioche avec un jus de truffe, des vraies truffes, et puis ici une écume de truffes. Ça consiste à faire mousser un bouillon de truffes. Faire mousser, de nouveau, ça veut dire mettre des tensioactifs dans un liquide et puis fouetter. Et on a comme ça une écume qui prend du goût. Et ça peut être intéressant. Alors évidemment, une fois que tout le monde sait faire ça, tiens, ça me permet de répondre à ma 4e question à laquelle je n'ai pas répondu, qui était pourquoi la bière mousse et pas le coca. Donc le coca, il y a des bulles. La bière, il y a des bulles. Mais dans la bière, les bulles, avant de partir définitivement, elles restent un bon bout de temps en surface, ce qui fait la mousse de la bière. Et ça, on ne l'a pas sur le coca, et ni sur le cidre d'ailleurs. Ça veut dire alors qu'il y a les mêmes bulles, mais les bulles, elles sortent et elles disparaissent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus dans le liquide de la bière qui fait que les bulles, quand elles sortent, en fait, elles restent là pendant un petit moment. Et c'est quelque chose de plus, c'est un tensioactif. C'est-à-dire que pour faire mousser, il faut mettre une molécule qui stabilise les bulles d'air. Et il se trouve que dans la bière, il y a l'isohumulone. L'isohumulone, c'est une des molécules du houblon.
Et donc le houblon, on en met pour préserver la bière, pour lui donner un peu d'amertume, mais aussi ça stabilise la mousse. Donc si on mettait du houblon dans le cidre, on pourrait faire du cidre mousseux, ou dans le coca. J'ai jamais essayé, tiens d'ailleurs. Ouais, je crois que j'essaye. Et ça donnerait donc un coca mousseux comme la bière. Donc là, ici, c'est du sucre ester qui est rajouté. C'est pareil, une molécule qui sert de tensioactif et qui permet de faire des belles mousses. Alors évidemment, il y a toujours une compétition entre les chefs. Là, vous avez Andoni Luis Aduriz, San Sebastian, 2 étoiles au guide Michelin, qui avait décidé de faire des bulles plus grosses que les autres. Ça, c'est après chacun sa compétition. Et donc, il a réussi, au bout de pas mal d'essais et d'erreurs, à mettre au point cette mousse à grosses bulles qui permet de servir des plats spectaculaires. L'intérêt d'un plat spectaculaire, c'est que c'est très instagrammable. Donc ça, hop, connexion, exposition, dispositif sur ce qu'on appelle le food porn, qui est cette tendance à toujours photographier tout ce qu'on mange et puis surtout à le faire circuler sur les réseaux. Et ça pose un vrai problème au chef. Parce que non seulement il faut prendre soin dans son assiette, donc travailler l'art, le visuel, l'art culinaire, mais vraiment dans son aspect visuel, mais maintenant, penser et anticiper sur le fait que vous allez produire ce plat dans votre cuisine, vous allez l'envoyer au pass, le chef va contrôler que c'est bien fait, le serveur va l'amener à la table, le client va totalement s'exciter en voyant ce plat extraordinaire. Ça fait 3 mois qu'il attend pour venir manger cette mousse à grosses bulles. Donc il va prendre en photo son plat sous différents angles parce qu'il n'y a pas forcément la bonne lumière dans le restaurant. Il va se rendre compte qu'il n'a pas de Wi-Fi à sa table, que ça ne capte pas. Donc il va falloir qu'il se déplace éventuellement pour pouvoir mettre son plat sur Instagram, revenir s'asseoir. Et là, il faut que la mousse soit toujours là. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail de stabilisation du plat et tout ce qu'on fait doit être parfaitement stable pour qu'on ait le temps de s'admirer, d'échanger, etc. Et après, éventuellement, si on a envie de manger le plat. Ça, c'est une condition que les chefs ont en tête aujourd'hui et ils savent très bien qu'il faut tenir compte de consommateurs modernes. Lycée de Créteau, c'est quoi? Ça, c'est un lycée qui a travaillé sur une réinvention de la soupe. Alors, pas de la soupe, hein, attention, la soupe, on dit souvent la soupe. Alors, la soupe, historiquement, c'est une tranche de pain sur laquelle on verse un bouillon chaud. C'est ça qu'on appelle la soupe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit tremper comme une soupe. C'est en fait tremper comme la tranche de pain qu'il y a au fond d'une soupe. Aujourd'hui, on utilise le mot potage. Ici, donc, c'est des potages de légumes, puisque ça vient du potager. Un peu d'étymologie en passant. Et donc, on a du poireau, des betteraves, carottes, etc. Et tout ça a été retravaillé pour être solide. C'est-à-dire que tous ces potages ont été enrichis de protéines de blanc d'œuf, passés au four vapeur, 70 degrés, ça coagule, paf, on coupe les cubes, hop, et on peut servir une soupe chaude en cubes. Comme ça, on peut manger un cube de betterave, un cube de carotte, un cube de potimarron, un cube de céleri, etc. Et on a les protéines du blanc d'œuf, on a les nutriments de la soupe, donc c'est merveilleux. C'est du manger main, donc c'est pratique. Ça permet d'innover, de changer la texture d'un aliment classique. On peut faire l'inverse, voilà, la tarte tatin, effectivement, vous avez les deux versions. Voilà, la version sœur tatin, et puis la version, cette fois-ci c'est l'inverse, on a liquéfié la tarte tatin, c'est au lycée d'Auxerre. Voilà, vous avez le caramel, la pomme, la pâte brisée. Et on peut boire la tarte tatin, donc la texture est différente, l'expérience gustative est différente. Donc c'est typiquement une démarche artistique en soi. Bon, ça reste une tarte tatin, mais en même temps c'est un peu différent. Ça c'est une salade grecque, hein, évidemment. Donc vous avez, évidemment parce que c'est marqué, hein, Georgiana Aliadaki et Nikos Roussos, on se doute que... donc c'est une salade grecque, c'est-à-dire vous avez des capres, vous avez du concombre, vous avez de la tomate, vous avez de l'huile d'olive, vous avez de l'origan. Et tout ça est joyeusement mixé, filtré, et l'eau est congelée, grattée, et puis on a un granité qui a toutes les saveurs de la salade grecque, en tout cas tous les composés hydrosolubles de la salade grecque. Donc typiquement, c'est une démarche artistique qu'on peut appliquer à la salade César, par exemple. Ouais, ça c'est du coup voilà, la normale, quoi. Et puis ça c'est celle qu'on peut retravailler, qui encore une fois d'un point de vue dégustation est très différent, mais d'un point de vue chimique c'est la même chose qu'on mange. Donc voilà, des démarches artistiques. Après, il y en a des tas dans tous les sens. Vous avez un ballon, voilà, un grand achatz, 3 étoiles au guide Michelin. Ça, c'est des plats il y en a certains qu'on montre dans le dispositif sur l'art culinaire dans l'expo. C'est un ballon gonflé à l'hélium, donc quand on le mange, ça a le goût de la pomme verte, parce qu'il est fait à la pomme verte. Puis en même temps, hop, tout à coup, on se met à parler avec une voix débile. Donc ça participe à la surprise à table. Tout le monde se marre, tout le monde mange son ballon. Donc on a clairement une expérience qui dépasse le simple fait de manger. Donc on est vraiment dans l'expérience gustative et au-delà du gustatif, on est dans un ressenti émotionnel assez particulier dans ces restaurants-là. Et Stone Blumenthal, 3 étoiles au guide Michelin aussi, 70 km de Londres, un sorbet flambé, c'est-à-dire que le sorbet, on le fait flamber, mais il ne fond pas. C'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que normalement, une glace qui flambe devrait fondre, mais ça là, non.
Non, parce qu'il a décidé que non. Et donc ça suscite de l'étonnement, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi ma glace elle n'a pas fondu, puis on mange, c'est toujours de la glace. Alors, parce qu'il ajoute un texturant, un gélifiant qui résiste à chaud, donc en fait ça fond mais ça ne coule pas, un peu comme mon blanc d'œuf quand il est cuit. Quand je croque un blanc d'œuf, je croque de l'eau, 90% d'eau, un blanc d'œuf cuit. Mais je croque de l'eau, mais j'ai pas l'impression que c'est de l'eau parce que c'est croquant. Ben voilà, c'est pareil. Ça gélifie un peu comme pareil. Qu'est-ce qu'il y a, voilà. Donc, ça, c'est une pomme pourrie. Voilà, c'est pour reprendre le triangle de Lévi-Strauss. Donc, de nouveau, en Denis Zadori, celui qui fait les grosses bulles, il fait aussi des pommes pourries. Comme quoi, ça vaut vraiment le coup d'aller chez lui. Et non, mais c'est vraiment très bon, vraiment. Enfin, c'est extraordinaire. C'est une pomme qui est mais pourrie, mais bien pourrie. C'est-à-dire contrôlée. Elle a été fermentée avec du Botrytis cinerea, qui est la pourriture noble, qui donne ce merveilleux goût à certaines vendanges, dont des vendanges tardives. Et donc, il récupère ce ferment pour le faire agir sur la pomme. Donc, il y a le côté compoté, complexité aromatique, servi avec une déclinaison de vin moelleux, du Tokay de Hongrie, un Riesling d'Allemagne, et puis un Vouvray de chez Domaine Huette, un des plus grands moelleux en Loire et en France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de nouveau les Grecs là, qui font du brouillard qui sent bon. Qu'est-ce qu'on a? On a Denis Martin en Suisse, une étoile à Vevey qui sert rien de rien et bon appétit. Donc en fait... mais si, mais c'est une vraie expérience. C'est une vraie expérience parce qu'on est dans on est, si vous voulez, on est effectivement face à une assiette vide, face à une cuillère vide et un pot vide, et on se sent un peu seul par rapport à ça. Et alors c'est dans un menu dégustation avec 25 plats, donc on est rassuré sur le fait qu'on n'aura pas faim en sortant. Mais et clairement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On dit que c'est juste un gag, sachant qu'avant, sur la table, il y a une boîte à meux, si vous voulez. Donc, comme ça, tout le long du repas. Donc, on se doute bien que le chef est un rigolo. Et donc, quand le serveur verse rien, on ne sait pas trop quoi faire. Bon appétit avant, ok, merci. Mais en fait, évidemment, quand on mange le rien, tant qu'on met la cuillère, parce qu'on joue le jeu dans ces restaurants-là, puis là, tout à coup, pof, extraordinaire parfum, un goût merveilleux, alors de tomates, de basilic, ça dépend ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il a été... comme il est malin, il a été distillé des tomates, c'est-à-dire qu'il prend des tomates, il les mixe, il les distille à froid, un système d'évaporation sous vide dans l'azote liquide, donc il récupère une eau de tomate parfumée, il met un peu de gélatine, comme pour les Anglais avec la jelly, là, mais là c'est avec du distillat de tomate, et après, sa cuillère trempée dans l'azote liquide pour la refroidir à moins 197 degrés, il la trempe rapidement dans son eau de tomate avec un peu de gélifiant, et au contact du froid, instantanément, il y a de très minces cousses de gel translucide de concentré de tomate qui se déposent, et on ne le voit pas, parce que c'est translucide et c'est très fin. Et comme la gélatine fond à 34 degrés, quand on va mettre ça dans la bouche, tout fond et on a tous les arômes de la tomate. Et là, on se dit quand même, l'art culinaire, ça peut aller assez loin. Alors, en guise de conclusion, parce que ça fait 1 heure que je parle, mine de rien, alors, une imitation, prolongation. 2 citations. On ne peut s'empêcher d'être surpris toutes les fois qu'on s'interroge soi-même sur les objets qui nous sont les plus familiers, sur les choses les plus triviales, de voir combien nos idées sont souvent vagues et incertaines, et combien par conséquent il est important de les fixer par des expériences et par des faits. Ça, c'est vraiment le travail justement de la gastronomie moléculaire, c'est-à-dire cette connaissance raisonnée à l'échelle moléculaire de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Je veux comprendre ce qui se passe quand je cuisine, quand je mange, et pour ça, il va falloir faire des expériences soigneuses. Par exemple, tout à l'heure, tout ce que je vous ai raconté sur la viande, il faut faire l'expérience. Il faut assaisonner la viande 2 heures avant, 1 heure avant, juste avant la cuisson, mesurer la différence de jutosité, mesurer la différence de réaction de Maillard, mesurer tout ça pour concrétiser et rendre beaucoup la cuisine plus scientifique, comme disait Escoffier, pour mieux la maîtriser. Et ça, c'est vraiment, et encore une fois, Lavoisier nous invite à ça. Lavoisier qui lui-même a beaucoup travaillé sur le bouillon. Beaucoup d'écrits sur le bouillon, qui était c'est justement ce à quoi on faisait les soupes en versant sur les tranches de pain. Pour avoir une vision un peu plus hédonique, tournée vers l'avenir, de nouveau Brillat-Savarin, découverte d'un nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. Je n'ai rien contre les astrophysiciens, mais vraiment, mais c'est juste pour montrer justement cette importance qu'on associe à cet acte de cuisinier, de transformer la matière par différentes manières et toute l'étendue des possibles qui s'offrent aux cuisiniers amateurs ou professionnels, peu importe, finalement la distinction est tout à fait arbitraire. Et pour ça, après j'ai dû vous mettre quelques références quand même, oui, bien sûr, le catalogue de l'exposition, parce qu'on y trouve justement quelques digressions sur l'art culinaire, sur la viande, sur beaucoup de choses dont je vous ai parlé
très rapidement. Vous avez toute la chimie qui est mon bouquin sur la chimie, qui n'est pas en vente en sortie. Je ne vais pas jusque-là dans ma démarche. Le défi alimentaire, qui est l'ouvrage de Samuel Robillard, qui lui aborde justement ce que moi j'ai pas du tout abordé dans le mien. Moi je parle de cuisine ici, lui il parle de production des aliments. Donc grosso modo ça c'est la partie 2 de l'exposition, ça c'est la partie 3, savoir comment est-ce qu'on produit les aliments. Un merveilleux ouvrage très didactique qu'il a fait. Samuel qui est conseiller scientifique pour l'exposition. Marc-André Sellos, aussi conseiller scientifique pour l'exposition. Lui, il vous emmène dans le monde des bactéries, notamment liées à l'alimentation, que ce soit pour la cuisine ou que ce soit pour le microbiote intestinal. Merveilleux ouvrage, Marc-André sait très bien raconter les histoires. Et puis quand même, je mets comme référence culinaire le Larousse gastronomique, qui est sans doute un des ouvrages les plus complets à la fois sur les techniques, l'histoire, mais aussi les recettes. C'est un collectif qui était pendant longtemps chapeauté par Joël Robuchon et qui est, de mon point de vue, une des meilleures références quand on veut vraiment voir le côté culture de la cuisine, mais en même temps avec un aspect très concret des recettes. Et je crois qu'avec ça, je peux m'arrêter. Et évidemment, je prends toutes les questions que vous voudrez poser et j'essaierai d'y répondre. Merci. Merci beaucoup Christophe, on est en appétit avec tout cela. Vous voyez pourquoi les conférences ont lieu en fin d'après-midi. Qui pose la première question? Ah non. C'est vous monsieur, non? Non. Ah, je vous donne le micro d'abord, s'il vous plaît, vous parlez bien devant le micro. Et vous ne parlez pas sans que le micro soit devant vous. Voilà. C'est pour évoquer le problème des verrines, par exemple dans les buffets. Oui. Alors j'avais vu une recette, c'était au centre d'agriculture. Il y avait 50% de steak haché de bonne qualité, oui. 50% de lentilles. Oui. Mais une fois, j'ai trouvé une verrine. Malheureusement, je n'ai pas pris la recette dans une corbeille. Oui. Les gens, ça ne leur a pas plu. Mais c'est intéressant. Les verrines les verrines. Ça se vend par 12. Oui, alors c'est intéressant. Ça permet de faire des buffets pratiques parce qu'effectivement, le grand problème des buffets, vous l'avez vu ici, c'est qu'il faut que les gens puissent emporter. Pour ça, il y a le manger-main que je vous ai montré. La soupe faite comme ça est une soupe de buffet, parfaite, parce qu'on attrape un morceau de soupe. Mais si on ne veut pas faire du manger-main, il faut faire du manger-verrine. Et c'est quelque chose qui est assez récent. En fait, les verrines, c'est vrai que c'est apparu sur les buffets il y a une vingtaine d'années et ça se décline. Maintenant, vous avez des ouvrages entiers qui n'ont strictement aucun intérêt, puisqu'en fait, c'est les mêmes recettes, mais dans une verrine. En fait, un bouquin qui va s'appeler Les verrines, c'est les recettes, mais mises dans des verrines. On pourrait l'appeler Les chaussures, puis mettre dans les chaussures. Ce serait exactement pareil. Donc bon, mais ça se vend très bien, ces bouquins. Il faudrait que j'en écrive d'ailleurs, parce que ça se vend vraiment très bien. Oui. Il faut le micro parce que c'est enregistré en fait. En même temps, je vous préviens que vous êtes enregistré. Donc faites attention à ce que vous dites, quoi. Pourquoi il y a certains pays, on ne parle pas de leur cuisine gastronomique? On parle de la France, on parle de la Chine, le Japon, le Moyen-Orient, mais l'Angleterre, les États-Unis, je sais pas. C'est-à-dire le mot gastronomie? Oui, gastronomique. Oui. Parce que justement, dans le sens où moi bonne cuisine, quoi. Alors en fait, le mot gastronomie est très connoté, puisque justement, comme j'ai expliqué, il est vraiment rentré dans le langage moderne par le français. C'est Brillat-Savarin qui est le premier à utiliser ce mot-là, et après ça a été traduit, c'est devenu gastronomie en anglais, et dans toutes les langues, c'est à partir du français que le mot a émergé dans le langage moderne. Et il faut reconnaître qu'on a une culture, alors il ne faut pas être complètement chauvin, dire que cette émancipation de la cuisine un peu sophistiquée qu'on associe à la France, elle est vraie aussi pour l'Italie. Et d'ailleurs, il y a toujours une compétition entre les deux pays à la Renaissance et au-delà. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un peu cristallisé et figé. Justement, on a vu avec Carême, on a vu avec Escoffier, c'est vraiment la cuisine française qui a pris le dessus. Et cette cuisine française, on a toujours eu cette habitude aussi de l'appeler gastronomie. Donc ce qu'on a appelé la gastronomie française, c'est à partir de là où le mot, par rapport à la définition de Brillat-Savarin, a commencé, il y a eu un glissement sémantique entre la gastronomie qui est de la connaissance, et puis le fait d'appeler gastronomie française, qui est en fait non pas un discours autour de la cuisine, mais qui est une cuisine de plus en plus sophistiquée, qui rayonne partout dans le monde. Et c'est pour ça que c'est vraiment, quand on parle de gastronomie sans rien préciser, très souvent on pense à la France, parce qu'on dit toujours c'est le pays de la gastronomie, alors que, et vous avez raison de le dire, c'est pas le pays de la cuisine. La cuisine, on cuisine dans tous les pays. Il y a des cuisines très sophistiquées partout en Asie, en Amérique du Sud. Mais c'est vrai que cette connotation qui tourne autour de cette manière de mettre en avant les produits, les terroirs, les transformations variées, le discours qu'on a sur les accords mets-vins, sur tout ce qu'on raconte à table, ça fait partie d'une espèce d'habitude culturelle qu'ont beaucoup les Français et qu'on associe en tout cas aux Français. Donc c'est vrai que ce mot est très, très connoté
gastronomie française, mais bon, après, la gastronomie, il y en a partout, des très belles gastronomies. Alors, a priori, on découvre encore des nouvelles étoiles, mais est-ce qu'on découvre aussi des nouveaux plats aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste la forme, c'est-à-dire peut-être une évolution physique, parce que là, c'est surtout la présentation physique des aliments qui change, mais est-ce qu'il existe encore des nouveaux plats ? Alors ça pose effectivement la question vertigineuse de qu'est-ce qu'on considère comme étant un plat. Donc on va dire que c'est un élément fini, circonscrit dans une assiette, avec des ingrédients transformés. À partir de là, la réponse est à la fois... Chaque fois que je fais un plat, c'est nouveau, mais en même temps, c'est pas nouveau. Par exemple, si je prends ma mousse à grosse bulle, bon, on va dire que c'est nouveau. Mais en même temps, c'est une mousse. Donc, c'est pas nouveau non plus. Si je fais ma recette de cassoulet et que j'ajoute de la fraise dans mon cassoulet, je veux dire que c'est nouveau parce qu'il y a peu de gens qui mettent de la fraise dans le cassoulet, mais ça ne veut pas dire que personne ne l'a fait. Ça veut dire que je suis en train de faire une proposition artistique que je peux considérer nouvelle parce que je vois nulle part dans les écrits que ça a été fait. Mais est-ce que ça fait évoluer la cuisine ? Est-ce que je crée un plat si je mets de la fraise dans un cassoulet ? Beaucoup de chefs considèrent que oui, parce qu'il y en a plein qui disent j'étais le premier à mettre de la fraise dans mon cassoulet. Enfin, ça ne le disent pas parce qu'ils auront honte. Mais sinon, le premier à faire ceci, à faire cela, à cuisiner avec de la fumée de cigare, à faire ça. Bon, or, c'est impossible de dire j'ai été le premier à, puisqu'on ne sait jamais. Il y a une très belle anecdote d'un des plus grands chefs, en tout cas que ceux que j'admire le plus, mais qui est très peu connu du grand public, qui est Bernard Pacaud, chef de l'Ambroisie, place des Vosges. Pas du tout médiatisé, hein, parce que c'est un chef qui cuisine, contrairement à d'autres. Et donc du coup, il avait dans cette interview, effectivement, il disait moi quand j'étais jeune, j'avais créé une recette de figues rôties aux fenouilles avec une recette assez complexe. Et puis il était fier de sa recette parce que tout le monde l'appréciait, c'était un de ses plats vraiment en signature. Et puis il dit 20 ans plus tard, en lisant un vieux grimoire du XVIIe siècle, je suis tombé sur ma recette, grosso modo, mot pour mot, de figues rôties aux fenouilles. Il dit ce jour-là, j'ai compris qu'en cuisine, on n'inventerait jamais rien. Et c'est sans doute ça, là, on est plus proche de la vérité là-dessus, c'est quand on voit que tout le monde cuisine, il y a 7 milliards de personnes et depuis plusieurs dizaines de milliers d'années qui cuisinent, donc on se dit bon, quand même, tout n'a pas été fait, mais quand même, on peut imaginer qu'on a on a exploré pas mal du champ des possibles, mais uniquement peut-être grâce à certains outils, certaines technologies, on peut, par exemple, le micro-ondes. C'est nouveau le micro-ondes, enfin ça a 50-60 ans qu'on a des fours à micro-ondes. Donc ça veut dire qu'une recette que je vais pouvoir faire grâce au pouvoir du micro-ondes, comme une génoise que je vais faire gonfler, ce qu'on appelle le sponge cake aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire sans micro-ondes. Donc je me dis, j'ai peut-être quelque chose qui est quand même assez récent, parce que sans micro-ondes, je ne peux pas le faire. Mais ça ressemble à une génoise quand même si c'est un peu différent. Donc c'est tout dans la subtilité, c'est-à-dire que ces innovations c'est des réadaptations, des réajustements, des petites variantes, mais il n'y a pas d'innovation totalement fondamentale, c'est juste une espèce d'évolution dans les modes, dans le fait qu'entre le Moyen-Âge et la Renaissance, qu'est-ce qui change ? Au lieu des épices, on utilise des herbes. Bon, voilà, donc ça évolue. Mais globalement, c'est ces petites évolutions. Donc le côté flash, nouveauté, ça n'existe quasiment pas en cuisine. Même si on aimerait bien pouvoir vendre ce genre de choses. Oui. Ah oui, excuse-moi. Je travaille en cuisine dans un restaurant parisien. On utilise pas mal, comme le font beaucoup de ces chefs, des poudres, de la xanthane, du sucre, pas mal. Notamment une gamme lancée par Fernand Dria lui-même. Bien sûr. C'est une gamme énorme de ça qui marche très bien. Texturas. Je retourne un pot la dernière fois et je vois machin, 572. Donc est-ce que ces chefs-là, la plupart des chefs, en voulant faire la meilleure cuisine possible, la plus naturelle, la plus nette, la plus bio, etc., au final ne détériorent pas en voulant ajouter tout un tas de trucs, les nutriments des légumes. Alors attention, et c'est une très bonne question, ce qui revient souvent, ce qu'on appelle quelque chose, ça correspond à un code effectivement légal européen qui nécessite d'identifier tout ce qu'on appelle additifs, c'est-à-dire des agents qu'on va rajouter pour changer le goût ou la texture des aliments. Ça ne veut absolument pas dire que ces molécules posent un problème pour la santé. Il y en a qui vont poser un problème, d'autres non. En l'occurrence, pour la gamme Texturas que je connais bien, on va avoir des additifs type alginate, c'est de la poudre d'algues. Xanthane, c'est un polysaccharide sécrété par fermentation de bactéries. Carragénane, c'est de la poudre d'algues. Et tout ça ont des noms de code, E407, E406, etc. Mais c'est de la poudre d'algues. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais un flan avec ma boîte chez Texturas ou une autre marque, on va pas, peu importe, et qu'on met ce carragénane dans du lait, qu'on fait bouillir, et puis qu'après on a un flan, c'est ce qu'on fait depuis un siècle en Bretagne, sauf qu'en Bretagne on met directement les algues dans le lait, on fait bouillir, on enlève les algues, on laisse refroidir, ça fait un flan. Parce que le fait de bouillir, ça extrait la même molécule, donc, et puis ça donne un petit goût d'algue au flan, donc on préfère utiliser la poudre. Donc il faut faire, justement, il ne faut pas du tout diaboliser les E, il faut savoir de quoi il s'agit. Il y en a qu'on va vouloir éviter, notamment dans les colorants, ils portent des noms de code aussi, mais il y en a beaucoup qui sont allergènes, autant les éviter. Dans les texturants, à ma connaissance, il n'y a pas de molécules problématiques, puisque la plupart sont justement des molécules totalement naturelles.
Par contre, après, ça peut... faut travailler de manière précautionneuse dans le sens que, comme ça donne un accès facile à une texturation, un des pièges classiques qu'on a dans les écoles hôtelières, c'est d'en mettre trop, donc on a des gels qui sont trop fermes, du coup ils ont moins de goût, parce qu'on a une espèce de facilité de faire quelque chose de rigolo. Des spaghettis, des trucs mais c'est pas bon, quoi. Donc il faut vraiment travailler de manière intelligente avec ces ingrédients. Mais en soi, ils posent pas de problème. Et pour les nutriments, ça change rien. Enfin, on rajoute 0,5% d'une poudre qui va changer la texture. Ça change éventuellement un peu la biodisponibilité, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent vraiment ce que ça peut changer. Mais en tout cas, d'un point de vue santé, ça n'altère pas, quoi. Et l'encre de sèche spécialité qui vont marcher, l'encre de... Oui, l'encre de sèche, c'est un colorant qui est tout à fait naturel pour le coup, qui marche très bien, qui laisse du goût. Oui. J'ai l'impression que pour pouvoir accéder, nous, à de la bonne cuisine, ce que par dérive on a appelé la gastronomie, j'ai l'impression que c'est un plaisir de luxe, en tout cas ça l'est devenu. Est-ce que c'est le cas ou pas? Parce que j'ai l'impression que de mon point de vue, par exemple, d'étudiant, j'ai pas accès à ce genre de choses et pourtant c'est quelque chose qui a l'air très intéressant. Est-ce que c'est le cas? Alors, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est le cas, c'est qu'effectivement, ce que j'ai montré là, c'est pas forcément de la bonne cuisine, j'ai accentué le message sur l'art culinaire, c'est-à-dire que tous ces chefs qui travaillent le côté très artistique de la cuisine, du coup, ils poussent beaucoup dans l'innovation, en tout cas telle qu'ils l'entendent, et dans le travail des plats, donc il y a une main-d'œuvre phénoménale dans toutes ces créations-là, qui fait qu'on a effectivement des restaurants qui sont objectivement hors de prix. Hors de prix, ça veut dire que c'est des menus 300 € la fourchette. Bon. Parce que, mais attention, c'est pas 300 € parce que c'est du vol, c'est 300 € parce que ça leur coûte largement ça. D'ailleurs, beaucoup de ces restaurants, en soi, sont déficitaires, mais par contre participent à la renommée du chef qui va faire du bénéfice sur le fait qu'il ouvre un bistrot à côté qui, lui, va être excédentaire. Donc, c'est clairement, ça coûte ça, parce que je vous ai montré à Doris, par exemple, en Denis à Doris, pour avoir été plusieurs fois dans ses cuisines, il y a 25 cuisiniers qui travaillent pour vous et il y a grosso modo 25 couverts, donc c'est quasiment un cuisinier par personne, plus les serveurs. Donc, évidemment, c'est pas rentable. Mais il va pousser l'innovation pour derrière travailler pour des boîtes, faire des bouquins, etc. Donc ça, c'est sûr que ces restaurants sont inaccessibles pour la plupart des gens. Maintenant, on peut très bien manger avec des ingrédients très simples, très bien transformés. Et c'est ça qui fait d'ailleurs les grandes cuisines. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'en Italie, on mange quand même très bien? Parce que justement, en Italie, pour moins de 10 balles, vous avez des pizzas extraordinaires, vous avez des plats de pâtes extraordinaires, parce que ce sont des ingrédients simples, mais très bien maîtrisés, très bien transformés. Et donc, c'est ça, effectivement, quand on parle de bien manger pour tous, il ne s'agit évidemment pas de ça. Ça, c'est un truc complètement anecdotique. Là, on est en train de regarder une compétition de Formule 1, mais ce qui nous intéresse, ça, c'est pour le côté, ça fait rêver, comme pour ceux que la Formule 1 fait rêver, on n'en fait pas partie, en tout cas. Et derrière tout ça, le fait d'avoir la compétition de Formule 1, c'est qu'on développe les outils qui vont permettre de fabriquer des bagnoles qui roulent bien, qui ne sont pas trop chères, parce qu'on a la technologie qu'on va pouvoir étendre à peu près. Et là, c'est à peu près pareil. Toute cette recherche qui est faite dans les grands restaurants, elle peut aussi donner lieu à des idées qui, elles, vont être transformées de manière beaucoup plus accessible, servir un peu de locomotive à une recherche toujours sans fin sur comment faire évoluer cette cuisine de restaurant, mais tout en évidemment disant il y a aussi cet enjeu de faire bon pour beaucoup moins cher, et qui est un vrai enjeu dont ont conscience ces chefs aujourd'hui. La plupart des chefs ouvrent des secondes adresses parce qu'ils sentent bien qu'ils s'adressaient à 0,001% de la population. Il y a un moment, ils disent j'aimerais bien avoir un peu plus de sens à mon métier, et du coup au-delà des opérations type de repas pour impayés, etc., comme il y a différentes opérations qui sont lancées comme ça, de se dire je peux aussi avoir des adresses dans lesquelles mon savoir-faire est là, mais de manière plus accessible. Et ça, c'est vrai que c'est une prise de conscience qu'ont quand même de plus en plus les chefs aujourd'hui. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt... tout à l'heure, vous avez parlé de la ménagerie du Jardin des Plantes. Oui. Et vous nous avez dit que c'était le plus vieux zoo du monde. Un des plus vieux, peut-être avec celui de Londres. Alors, le plus vieux, c'est officiellement reconnu, que c'est celui du château de Schönbrunn, qui a été ouvert par le père de Marie-Antoinette au public. Le château de Schönbrunn, à Vienne. Il serait plus vieux que le Jardin des Plantes, que la ménagerie? Il est avant, oui. La ménagerie du château de Schönbrunn serait... Oui, mais si vous voulez, ici, on est obligé de dire que la ménagerie est le plus vieux, parce que sinon, on est quand même... Ah bah oui, mais sinon vous allez être viré, mais... Vous allez être viré, mais bon, c'est quand même... Faudra couper au montage. Non, mais... mais merci pour l'information. C'est admis quand même que c'est comme ça. Encore une question? Oui. Encore deux questions? Question devant. Oui.
Donc, on a bien compris qu'il y a une avancée aussi technologique, mais qui passe par la science, donc la connaissance en fait de l'alimentation. Et on parle de cuisine moléculaire. Est-ce qu'on peut parler de cuisine atomique et même peut-être quantum cuisine? Tout à fait. Et est-ce qu'on, par exemple, il y a des artistes scientifiques qui recherchent à lier l'intelligence artificielle, par exemple, et la cuisine? Oui. Alors, donc la réponse à ces deux questions. D'abord, cuisine moléculaire. On pourrait parler de cuisine atomique, mais ça n'a aucun sens pour une bonne raison, c'est que cuisine moléculaire n'a aucun sens non plus. Pourquoi? D'un point de vue historique, ce qui a été créé dans les années 80, c'est la gastronomie moléculaire, c'est-à-dire cette discipline scientifique qui s'intéresse à tout ce qui se passe quand on cuisine. Et comme à la même époque, ont émergé des chefs type Ferran Adrià et d'autres qui se sont mis à travailler avec les scientifiques pour faire une cuisine expérimentale, très poussée, les journalistes ont assez rapidement, et sans trop qu'on s'en rende compte, commencé à utiliser le mot cuisine moléculaire pour dire que c'est de la cuisine expérimentale. D'ailleurs, Ferran Adrià lui-même, qui a été nommé pape de la cuisine moléculaire, disait tout le temps « mais arrêtez de me dire ça, je ne fais pas de cuisine moléculaire, ça n'existe pas. Je fais de la cuisine techno-émotionnelle. » C'est-à-dire que j'utilise la technique au service de l'émotion. Et moléculaire, il sentait bien que ça n'avait pas de sens puisque personne ne fait de la cuisine moléculaire, ou alors tout le monde le fait au contraire, c'est-à-dire que quand je cuisine, je fais des réactions chimiques qui déclenchent des tas de nouveaux composés moléculaires, mais sans le faire exprès d'une certaine manière et sans le contrôler à l'échelle de la molécule. Donc le mot cuisine associé au mot moléculaire n'a aucun sens sémantique. C'est-à-dire que la cuisine, c'est l'art d'apprêter les mets, donc il faudrait dire l'art d'apprêter les mets à l'échelle moléculaire. Impossible. Par contre, la connaissance à l'échelle moléculaire est possible. Donc déjà, ce mot est bancal dès le départ. Donc après, cuisine atomique sera encore pire, et cuisine quantum encore pire, évidemment. Donc ça, déjà, on peut rayer cette partie-là. Après, l'intelligence artificielle, oui, elle est utilisée de plus en plus pour développer des logiciels, notamment de création de recettes. À savoir, on fait avaler par des machines des tas de corpus de recettes pour essayer de faire inventer par des machines des nouvelles recettes auxquelles on n'aurait pas pensé. Ou notamment aussi à travers ce qu'on appelle le food pairing, qui correspond à essayer d'isoler à partir de bases de données de composés moléculaires des différents aliments, faire des associations de composés odorants pour créer des nouvelles associations entre différents mets. Par exemple, émerger une recette de chocolat au céleri parce que la machine nous a dit qu'il faudrait essayer parce que ça a l'air de bien marcher sur les profils moléculaires. Et du coup, après, derrière, il faut expérimenter et essayer. Donc oui, il y a effectivement de la recherche qui est faite là-dessus pour générer comme ça des nouvelles idées. C'est plus un aide à la créativité, à la création. Et donc, clairement, l'intelligence artificielle peut faire partie du processus créatif. Oui, je vous redonne le micro. Est-ce qu'il y a de très mauvaises habitudes qu'on pourrait avoir, nous, tous les jours en cuisinant, qu'il faut oublier? Des très mauvaises habitudes. Alors, s'il devait y en avoir une. Oui, il y en a plein. La première mauvaise habitude, c'est d'avoir des déchets. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recherche qui est faite, aussi bien chez les cuisiniers professionnels que chez les autres, d'exploiter au maximum, pour des raisons écologiques, tout ce qui arrive dans la cuisine. À savoir, voilà, j'ai mes légumes, de quelle manière je peux exploiter toutes les parties du légume que j'ai. Est-ce qu'avec les fans de carottes, je ne peux pas faire quelque chose? Est-ce qu'avec les pots de pommes de terre, je ne peux pas faire quelque chose? Et donc, vous voyez, c'est pour lutter contre la mauvaise habitude qui consisterait à avoir une grosse partie de déchets, alors que c'est des déchets qui pourraient être valorisés dans la cuisine. Et donc ça, c'est vraiment une tendance à l'heure actuelle de lutter contre ces déchets en les valorisant. Mais attention, ce n'est pas forcément que des bonnes idées. Par exemple, la peau de pomme de terre est riche en solanine, qui est un alcaloïde toxique. Est-ce que c'est une si bonne idée d'utiliser vraiment la peau en elle-même, quoi. Les tiges de tomates, pareil, c'est des solanacées, sont très riches en composés toxiques. Donc si je fais un bouillon avec les queues de tomates en disant c'est bon, ça sent bon la tomate, bah oui, mais c'est riche en composés toxiques. Donc typiquement, il vaut mieux jeter la queue de tomate. Donc comme ça, il faut avoir un peu de connaissance avant de cuisiner, dit les déchets. Il y a des déchets qui sont sans doute bons à valoriser, d'autres non. Mais il est clair que dans les nouveaux réflexes, il faudrait justement avoir cet apprentissage de savoir qu'est-ce qui est utilisable jusqu'au bout en cuisine et qu'est-ce qui ne l'est vraiment pas, auquel cas je l'élimine. Après, il n'y a pas de mauvaise habitude de manière générale. Je n'ai pas isolé particulière. Je pense que se cuisiner était quelque chose de très simple dans le fond. Transformer un aliment en quelques techniques de base de cuisson, de quelques grands principes. C'est encore étonnant qu'il y ait des gens qui ont un peu peur de cuisiner parce que dans le fond, on peut désacraliser la cuisine en très peu de temps, et c'est ce qu'on fait maintenant dans certaines écoles de cuisine où il y a d'apprentissage accéléré, et c'est ce qu'on devrait faire. Il y a de plus en plus de démarches qui est initiée auprès des écoles pour réinstaurer ce qu'on appelait avant l'éducation domestique, mais réinstaurer cet apprentissage de la cuisine dès le plus jeune âge,
justement pour complètement désacraliser cet acte de cuisiner et le rendre tout à fait banal, et que le fait d'éplucher des carottes, de faire des carottes Vichy avec un dos de cabillaud, ça soit juste tout à fait anodin. Et c'est encore un petit peu de travail à faire, mais là je me suis écarté de la question quand même. Mais ça rejoint cette idée de juste apprendre à cuisiner de manière simple, et il n'y a pas de mauvaises habitudes qui risquent d'émerger de cette manière-là. C'était la dernière question? Non, ce n'était pas la dernière question. Est-ce qu'on a des chances ou un risque plutôt que demain on se nourrisse à base d'éléments qui sont non organiques ou en tout cas non présents à l'état naturel? Alors, la question naturelle est une question très compliquée. Oui, alors au-delà de... Même si c'est industrialisé aujourd'hui, on peut penser que c'est pas naturel, mais c'est-à-dire pas présent à l'état naturel de base. Oui, mais alors, déjà quand même, nos aliments tous reposent sur une transformation de l'homme, que ce soit sur les aliments animaux ou végétaux, ils ont tous été complètement adaptés et transformés à notre alimentation d'aujourd'hui par sélection diverses et variées, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui ce qu'on mange n'existe pas dans la nature. C'est-à-dire que les carottes, les pommes de terre, ça n'existe pas dans la nature. C'est quelque chose qui a été domestiqué. Donc ça correspond à des transformations. Après, est-ce que le fait d'accélérer cette transformation, est-ce que le fait par exemple de faire des OGM est si différent que de faire des sélections? C'est un grand débat, qui est encore un débat complètement actuel. Le fait de faire pousser de la viande, effectivement, in vitro, comme ça se fait de plus en plus pour l'instant en laboratoire, c'est-à-dire de faire pousser des cellules souches pour fabriquer de la viande en laboratoire, in fine, on fabrique des cellules qui sont les mêmes cellules que celles qu'on trouve dans une vraie bête vivante. Donc, d'un point de vue purement biochimique, il n'y a pas de différence. Après, pour l'instant, la barrière, elle est beaucoup plus au niveau de l'acceptation. Effectivement, à partir de quand on considère qu'on a affaire à un aliment, entre guillemets, naturel ou un aliment artificiel. Mais il faut quand même se souvenir que l'acte de cuisiner est très artificiel. Quand je cuis ma pièce de viande, on a vu que je génère des tas de composés chimiques qui n'existent pas dans la nature. Donc, à partir de là, et dont certains sont très dangereux. Sont très dangereux ou sont cancérigènes, ou à l'inverse, voire toxiques sur des aliments que je ne vais pas cuire, et puis je vais manger pour prendre ma pomme de terre, je vais la manger crue, c'est toxique, alors que ça pourrait paraître plus naturel que de faire des frites. Donc il y a cette frontière qui est vraiment très compliquée à gérer entre le naturel et l'artificiel en cuisine, et c'est clair que ça pousse à réfléchir sur la manière avec laquelle on a de produire nos aliments. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de frontières. De mon point de vue, il n'y a pas de frontières. Il y a juste des évolutions plus ou moins rapides et qui fait que oui, pourquoi pas imaginer des viandes qu'on fait pousser in vitro, pourquoi pas être capable de fabriquer à partir de réactions chimiques des nouveaux composés qui vont ressembler à ceux qui sont dans la nature, qui ne seront pas exactement les mêmes. Tout ça nécessite de prendre un peu de recul, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut... Je ne pense pas qu'il faille mettre ça dans des cases et se mettre des frontières intellectuelles par rapport à ça. Au contraire, il faut vraiment mesurer la conséquence de ces modes de production, conséquences écologiques, conséquences sur la santé, qui sont toujours compliquées à évaluer. Mais il n'y a pas de raison, dès le départ, de fermer la porte à l'innovation, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la conclusion. La conclusion, c'est un grand merci, Christophe, pour cette conférence très riche et pleine d'humour.